Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert, ici présent. J'espère que vous allez bien. Dans mon cas, beaucoup de petites choses qui se passent ici. Là, premièrement, un album qui est sorti le 19 avril, Marie-Hubert, fille du roi. C'est une collaboration avec la soprano Karina Gauvin. Il y a le Quatuor Molinari, dont je fais partie, le quintet Pentaèdre, il y a Étienne Lafrance à la contrebasse, Valérie Milot à la harpe, Pierre McLean au piano et clavecin. Bref, c'est une collaboration. C'est peut-être le projet le plus gentil musicalement que Molinari a fait de toute son existence. On est habitué de tous entendre de la musique plus contemporaine. Cette fois-ci, c'est très différent. Karina Gauvin nous avait approché pour ça. C'est un album, en effet, un peu intriguant qui fait revivre des folklores du Québec et de la France en racontant en chanson la vie de Marie-Hubert, une des filles du roi, visant à aider à peupler le peuple de Nouvelle-France. À l'époque, elle avait été recrutée parmi les 800 jeunes femmes françaises mariables et Marie avait fait la traversée de l'Atlantique à la fin de la campagne lancée en 1670, si je me trompe pas, par le roi Louis XIV, le roi Soleil, et en essayant de justement peupler la Nouvelle-France. Et pendant près d'une décennie, Karina Gauvin, elle rêvait de faire une sélection de ses chansons folkloriques traditionnelles dans un arrangement justement avec une instrumentation plus classique. Et finalement, elle a réussi. Elle a travaillé de près avec la soprano Louise Roy et qui l'a aidé. Et on se retrouve finalement avec ce projet qui est sous l'étiquette Atma. Alors, si vous voulez entendre quelque chose de joli, pas trop confrontant, très mélodieux, harmoniquement aussi, ça s'aborde très bien, alors allez-y. Parallèlement, moi je vous dis que le 24 mai, nous allons Molinari, là c'est tout seul Molinari, sortir une intégrale des quatuors de Chelsea, compositeur italien complètement sauté comme album. Le programme, ça c'est l'album le plus bizarre qu'on aura fait, musique contemporaine, qui a été utilisée dans quelques films de Martin Scorsese, entre autres, sa musique, Chelsea, mais qui est idéale vraiment pour les films d'horreur. Moi, j'ai espoir que notre album va se retrouver sur quelques films, probablement. Alors voilà, mais ça, je vous en parlerai un peu plus au courant des prochaines semaines. Sinon, sur scène, je serai sur scène, je remplace des fois l'Orchestre symphonique de Montréal et je le fais cette semaine, 24 avril et 25 avril. Je serai avec l'Orchestre symphonique pour une occasion bien spéciale. Ils reçoivent, et moi je fais partie du truc, Maria Rao Pires, grande pianiste qui va venir faire le concerto numéro 4 de Beethoven. Ça, c'est assez intéressant, mais moi, c'est surtout les autres pièces qui m'intéressent beaucoup. Il y a La Nuit transfigurée de Schoenberg et il y a aussi Péléas et Mélisande de Schoenberg, qui est un poème symphonique rarement joué. Les deux Schoenberg, si vous venez, ça serait assez intéressant, ils vont être enregistrés live. C'est pour faire un album de concert, donc vous pouvez venir gravir à jamais vos applaudissements pour ce concert. C'est quand même cool. Si vous pouvez pas venir, ben c'est pas grave, vous écouterez l'album, ça va être excellent, je vous le promets. Voilà pour toutes les annonces. Sinon, non, désolé, il reste un dernier concert, Quatuor Molinari, nous, on a une série qui s'appelle Musique à voir, que l'on fait dans l'ancien atelier de Guido Molinari, qui est dans Hochelaga Maisonneuve, un joli endroit, si vous êtes jamais allé, qui est une ancienne banque qu'il avait achetée, dans laquelle il pouvait créer parce qu'il y avait beaucoup d'espace. On fait une série de concerts le dimanche 28 avril. On présentera quelques pièces qui sont en relation avec les œuvres qui sont exposées. C'est à 15h, dimanche 28 avril. Allez sur le site du Quatuor Molinari et voilà. Maintenant, bienvenue au nouveau. Si vous êtes initié à cette émission, c'est un podcast de conversation. À chaque semaine, je reçois des gens de culture, on pourrait dire ainsi, du milieu de la littérature, du cinéma, de la musique, du théâtre, etc. Et on discute de processus créatifs, mais aussi de tout et de rien. Et à la fin, l'invité va me
proposer, me fera une prescription d'œuvres que je devrais absolument consommer. Alors, voilà, c'est le concept aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une invitée bien particulière. Elle s'appelle Marie-Hélène Poitras, elle est autrice. Et c'est la première fois qu'après l'enregistrement, je me dis, parce que je me suis donné un chiffre étrange dans ma tête. Moi, mon rêve, c'est d'avoir 1000 invités. Après 1000 invités, je prendrai ma retraite du milieu du podcast. Ça avance tranquillement, comme vous pouvez voir, rendu à 100 quelques. Mais je me suis toujours dit de jamais réinviter une personne. Je les invite une fois. Au Québec, on a tellement d'artistes incroyables que 1000, je trouve que c'est pas si difficile que ça à atteindre. Mais c'était tellement le fun. C'était tellement le fun avec Marie-Hélène. C'est la plus longue conversation que j'ai jamais eue avec quelqu'un au podcast. Honnêtement, si c'était du fait que les piles étaient en train d'être mortes de ma machine, j'aurais continué encore à parler facilement 1 heure. Et ça m'amène beaucoup de questionnements. Ça m'amène à est-ce que je devrais faire est-ce que je devrais avoir des fois des invités qui reviennent? Est-ce que je devrais avoir peut-être une co-animatrice? Ou est-ce que je devrais partir tout simplement un projet avec Marie-Hélène Poitras? Parce que je pense sincèrement que c'était unique comme rencontre. J'espère que ça sera aussi agréable pour vous que pour moi. Puis écrivez-moi vos idées. Si vous pensez que c'est une bonne idée qu'elle et moi, on se part un truc, on va le partir. Je vais la convaincre. Je pense pas que ça va être très difficile de la convaincre. C'était assez une belle chimie entre nous deux. Alors voilà. Mais avant d'écouter cette conversation, laissez-moi vous la présenter. Fascinée par l'art de raconter des histoires, Marie-Hélène Poitras est autrice de romans et recueils de nouvelles qui questionnent le choc entre nature et culture et mettent en lumière des personnages souvent arrachés à la marge. Galumph, prix littéraire du gouverneur général, La Desiderata, Griffintown, prix France-Québec, La mort de Mignonne, finaliste au prix des libraires du Québec, et Soudain le Minotaure, prix Anne Hébert. Elle est aussi éditrice pour VLB Éditeur de la Bagnole, chroniqueuse au journal Le Devoir et sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. Elle est bergère urbaine au parc Maisonneuve aussi. Née à Ottawa, Marie-Hélène a grandi à Elmer, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu et vit aujourd'hui à Montréal. Voici ma conversation avec Marie-Hélène Poitras. Des fois, on s'écoute parler un peu aussi. Hein. Quand on s'entend, notre voix est comme plus belle. Fait que. Tu trouves qu'on s'écoute parler des fois? Ben, avec des écouteurs à la radio, oui. Il y a tout un petit effet de waouh, ma voix sonne bien, tu sais. Ou elle sonne moyenne. Ouais, mais vu que quand tu as un bon micro puis tout ça, c'est toujours un peu magnifié. Non, c'est vrai ça en plus. Ouais. C'est vrai que ça fait un effet. Un effet de peut-être qui peut t'amener vers le narcissisme. Puis là, tout à coup, tu t'entends puis tu tombes comme un peu, ben pas en amour avec toi-même. C'est un peu exagéré. Avec ton son, mais il faut dire aussi que, tu sais, on n'est pas musicien, toi et moi, dans le sens chanteur. Tu sais, on passe pas tant de temps avec notre voix. Tu sais, les gens qui en passent du temps, justement, ben, il y a certains chanteuses narcissiques dans ce monde. Donc, peut-être ça expliquerait ça, justement. Trop de temps avec un micro à gosser là-dedans. Je sais pas. Hey, mais si tu veux, tu peux m'amener vers le sujet du karaoké. Aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle Marie-Hélène au karaoké? Qu'est-ce qui se passe? Mais on parle de voix, tu sais, on parle de son de voix, de pas être chanteur. Attends, j'oublie mon verre, continue. OK. Pour te situer, je reviens du Salon du livre de Trois-Rivières. OK. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse, tu as fait un super article chronique un peu genre... dans le Devoir. Excuse-moi, dans le Devoir sur, justement, avec tous les auteurs québécois, mais c'est pas en rapport à ça, c'est autre chose. Je fais beaucoup d'affaires en même temps. Ce dont j'ai parlé dans le Devoir, c'est dans 2 semaines, on s'en va tous. On est 42 écrivains, puis on s'en va au Festival du livre à Paris. De Paris. Ça, c'est excitant, ça. Ça, c'est vraiment excitant. Puis, il y a comme vraiment une espèce de belle place à la littérature québécoise. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1999. Ah, OK. Donc, on est comme toute une délégation, puis tout ça. Ça va être vraiment... Mais pourquoi maintenant on se réveille à refaire cet événement-là? Je
pense que ce qui a mis la table pour ça, c'est vraiment certains succès récents, retentissants même de Kevin Lambert et de Éric Chacour, qui a un parcours exceptionnel. Ce gars-là, Éric Chacour, je sais pas si tu le connais, il a lancé pas personnellement, mais oui, je sais. Tu l'adorerais, tu devrais même l'inviter à ton balado. Il a lancé un premier roman, Ce que je sais de toi, aux éditions Alto, donc même éditeur que moi, il me semble que c'était en avril ou en janvier, en tout cas à l'hiver 2023. Okay. Puis, c'était son premier livre. Lui, c'est un gars, tu sais, qui vient de la finance, tout ça, tu sais. Un gars super raffiné puis gentil, là, tu sais, qui dégage quelque chose de la bonté. Puis son livre est paru, puis écoute, tout le monde est tombé amoureux de ce roman, de ce garçon. Okay. Là, il vient juste de remporter, ça doit faire une heure, là, le prix des 5 continents. Il est en nomination partout pour des prix autant européens, parce que très vite, les éditeurs français se sont accaparé le livre. Le livre est paru en France il y a quelques mois, donc là, il est en nomination partout au Québec, partout en France. Donc, je pense que des succès comme ça ont ramené vraiment la littérature québécoise au devant. Puis, quand tu te mets à gratter là-dedans, tu te rends compte assez vite que, oh my God, c'est infini. Il y a plein de voix intéressantes. C'est presque impossible de tout lire. Ça va dans tellement de directions. Tu sais, je trouve que la littérature québécoise est en santé en ce moment. Puis, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu les antennes de Paris qui se sont tout à coup dressées sur nous. Puis, tu sais, c'était avec Caroline Dawson, justement, avec qui je parlais de, tu sais, fabriquer un livre. Tu sais, c'est pas super payant. C'est quelque chose qui est comme... Moi, je connaissais pas la business de faire un livre. Puis c'est là que tu te rends compte, ben, tant qu'à mettre autant de temps, ben, autant tout donner. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai l'impression en ce moment quand je lis les livres québécois, c'est que le monde donne tout. Les tripes, ça sort. C'est peut-être... La signature, c'est peut-être pour ça qu'on est charmé par cette littérature-là. Tu sais, d'ailleurs, tu sais, dans le cas de ton livre, l'histoire est quand même toujours la même avec moi, c'est que ma mère est une grande lectrice. Okay. Et à chaque Noël, c'est jamais vraiment une surprise. J'y achète tous les livres qui ont reçu des mentions, des trucs cool, puis là, j'ai avec une pile, puis là, je fais « Joyeux Noël ». Puis, je dis toujours, tu me diras dans la gang, qu'est-ce que tu penses que je devrais lire. Puis elle m'a dit, elle est revenue avec ce livre-là, puis elle m'a dit, écoute, je sens que ça va te parler. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va c'est ton style. C'est peut-être quelque chose d'un peu musical, d'une certaine manière. Je dirais même dans la structure du livre. C'est un peu comme un album, il y a 12 histoires. 12 tracks. Ouais, ben oui, puis pour moi, c'est vraiment conscient tout ça. Puis tu sais, quand on fait un recueil de nouvelles, j'ai l'impression que c'est comme pour un album, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ramasses tes tunes ou tes textes, puis là, ben tu regardes ça, puis là, il y en a une, on dirait qu'elle pourrait arriver au début, ça, c'est ton slow, celle-là est comme plus sombre, donc il faudrait mettre de la lumière autour. Non, mais là, il y a une impression qui se dégage de ça avec un équilibre à trouver. Puis les derniers textes que j'écris, c'est vraiment en connaissance de cause de ma structure. Et puis là, je me dis, OK, je vais placer ça mérite un écho. Faudrait que je rebondisse là-dessus. Moi, je me suis posé bien des questions dans ce livre-là. Parce que quand on arrive à la fin... Regarde, OK. Voilà mon rapport par rapport à toi. J'espère que tu vas quand même me parler de karaoké à un moment donné. Non, il est là. Il est dans le fond de ma tête. Je me le garde. C'est sûr. J'ai un lien avec la littérature, tu vas voir. Tu vas voir. Mais, tu sais, mettons, mon rapport avec toi, il est comme tellement lié. Tu sais, je suis arrivé à Montréal en 2001. J'essaie de... Tu sais, Montréal n'est plus ce qu'il était. D'ailleurs, ça, je suis curieux de savoir comment tu regardes Montréal aujourd'hui. Ben, on en a quand même une partie dans le livre. Ah oui, j'adore parler de Montréal. Tu sais, puis quand je suis arrivé, ben, t'étais dans le voir, tout ça. T'es la première critique de disque de ma vie que j'ai eue, c'est toi qui l'as faite. Tu sais, puis je te lisais, puis je te suivais, puis... Attends, la première critique que t'as eue? De ma vie. Rappelle-moi. Mon petit band indépendant du cégep, genre, on a gagné Cégep en spectacle, on a fait un album live, je te l'avais envoyé par la poste. Oui, ça me sonne une cloche. Je t'ai appelé. C'était quoi le nom de ton band? Ça s'appelait Druskovka. Ah, oui, OK. Oui, excuse-moi, je parlais pas trop fort, je vais pas réveiller tes filles. Non, c'est correct. Ils sont habitués. Mais tu sais, genre, le trip, tu m'avais... Tu sais, j'étais pas fort avec les mails, mais tu m'avais laissé un message, tu m'avais dit, écoute, ça va sortir jeudi prochain. Puis finalement,
ça sortait très très tôt le matin. Je m'étais levé tôt, puis là, j'avais ça, mon disque, là, je capotais ben raide. Je capotais ben raide. Mais tu sais, non, mais c'est l'époque aussi que... C'est une belle époque pour avoir été journaliste musique, honnêtement. Là, c'était fou. C'est comme, tant qu'à être journaliste musique, le début des années 2000, c'est là que ça se passe. Vous aviez, l'influence que vous aviez. Ouais. Non, pas quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas parce qu'il y en a des fois, tu sais, c'est sensible la critique, hein. Ouais. Surtout en ce moment, on est moins habitué parce qu'il y en a moins, on dirait. Les gens ont moins besoin d'avoir des critiques parce qu'ils ont un accès direct à la musique aussi. Mais moi, je le faisais avant tout parce que j'étais enthousiaste, parce que je tripais là-dessus, puis c'était comme waouh, je pourrais avoir tous ces albums-là gratuits, tu sais, puis je pourrais même, si je suis chef de la section musique, choisir ceux que je garde. Ouais. Puis tu sais, j'ai vécu des moments extraordinaires dans ces années-là. Là, j'ai passé 1 heure en tête à tête avec Tom York à un moment donné. Ben oui, ça c'est. C'est cool. C'est incroyable là. Les grands artistes que je voulais rencontrer, j'ai eu l'occasion de les interviewer. C'était extrêmement stimulant comme période, vraiment. Puis c'est aussi, tu sais, en plus de, je te lisais, je te croisais dans les shows. T'étais tout le temps dans les shows, tu sais, je te voyais là. C'est vrai que j'étais vraiment tout le temps dans les shows. T'étais tout le temps dans les shows. Elle aime vraiment ça, tu sais. Puis la façon, après j'ai commencé, tu sais, moi j'ai lu tu sais, j'ai lu Griffintown. Puis là, rien que pour faire exprès, là, je fais... C'était Minotaur? Minotaur, merci beaucoup. OK. Les autres, entre-temps, j'ai pas tout lu. Bon, j'étais content de te retrouver là-dedans. Style, je trouve que t'as comme changé un peu. Oui, ben chaque livre est très différent. Mais non, en fait, celui-là, dans le style d'écriture. Il y en a un qui pourrait peut-être se rapprocher de lui, c'est La mort de Mignonne et autres histoires, qui est aussi un recueil de nouvelles, mais un recueil de nouvelles vraiment plus de mon début de vingtaine, alors que là, tu sais, je suis une personne qui a 48 ans, moi, là. Ah, t'es non. Donc, j'ai un rapport au monde différent. J'ai peut-être, je sais pas si je peux dire que j'ai plus de sagesse, honnêtement, je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis pas certaine, mais... non? À l'aube des 50? Ben oui, en fait, je me connais vraiment mieux. Et, tu sais, comme... Je pense que j'étais très conciliante avant. Puis là, maintenant, je sais que des fois, il y a des affaires que... Pas que je me suis... non, pas radicalisée, mais pas dans le sens où je me suis durcie, mais des fois, on n'a plus le temps, tu sais, puis on sait qu'on pourra pas tout accomplir, tout faire, puis qu'il faut choisir, tu sais. Tu ressens-tu une urgence? Ben, de ce temps-ci, je suis extrêmement occupée. Tu sais, tantôt, on parlait de la fabrication d'un livre, tout ça, que c'est pas payant. Mais justement, donc, ça prend un travail. Et là, moi, check bien ça, je sais même pas si t'es au courant, depuis 1 an, je suis éditrice. Savais-tu ça? Même pas. Bon. C'est temps qu'on se recroise. Mais pour qui? Mais pour les éditions VLB, en littérature adulte, et à la Bagnole, en jeunesse. Ah ouais, même Bagnole. OK, ça, je savais pas. Oui, je capote, j'aime vraiment ça. C'est quelque chose que je suis contente de faire aujourd'hui. Quelque chose que tu n'aurais pas nécessairement pu faire avant non plus. Ben, que j'aurais fait différemment, mais que là, je fais avec vraiment un gros bagage, là. Tu sais, ça fait que j'apprends comment, tu sais, mettons, quand on part un livre, là, faut tout de suite faire un devis, déterminer le format, le type de papier. Il y a tout un langage. Puis tout le langage de l'édition aussi est très imagé. Tu sais, quand t'envoies un livre à l'impression, c'est les bleus. Tout ça, il y a comme une histoire d'encre bleue. Il y a comme, tu sais, tu peux toujours gratter en demandant à un monsieur un petit peu plus âgé dans place, ouais, mais pourquoi ça s'appelle les bleus? Puis là, il y a comme, t'as droit à plein d'histoires, là. C'est vraiment intéressant. Donc c'est ça, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais bref, moi mais t'es occupée, c'est ça qu'on disait. Je suis vraiment occupée, je suis fatiguée, mais en même temps, je suis pas capable de dire non parce que ce qu'on m'offre, c'est vraiment intéressant, tu sais. Ben ouais, c'est beau. Mais projet. ça fait que là, je reviens du Salon du livre de Trois-Rivières, d'où ma voix un petit peu écorchée. Parce que t'as chanté. Au karaoké du samedi soir. mais il y a ça là-bas, il y a un événement qui... Faut que je te raconte ça. On y va. OK, je pars pour une petite anecdote quand même. C'est que... dans les salons en région, tu sais, quand on va, mettons, à Trois-Rivières, sur la Côte-Nord à Sept-Îles, en Abitibi, médicaments. Oui, il y en a quelques-uns, puis ces salons-là, nous, faut prendre un avion, tu sais, on s'éloigne, là, c'est pas Montréal, Québec ou l'Outaouais, c'est un peu plus loin.
Et puis, à chaque samedi soir, ça, c'est vraiment la faute de Patrick Sénécal. C'est lui qui a parti le bal. Ou peut-être India Desjardins aussi, il y a une dizaine d'années. Okay. Eux autres, ils aiment ça, le karaoké, puis ils voulaient en faire. Donc, il y a toujours un petit bar crade, là, tu sais, pauvres locaux qui nous voient débarquer. Ils savent pas on est qui. Les gens de la grande ville. La place. Oui, puis on doit être vraiment... Ça doit vraiment les gosser. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Au moins, c'est juste une fois par année. Et donc, là, moi, tu sais, je m'étais toujours dit, en plus, tu sais, journaliste musique, mélomane, tout ça, j'haïs le karaoké. Je vois pas pourquoi j'irais me faire casser les oreilles par du monde qui chante tout croche, puis j'ai pas du tout envie de chanter mal. Je sais pas trop quelle tune, non. Jusqu'au jour où j'étais dans une équipe de travail où eux autres tripaient là-dessus, puis tu sais, fallait que je casse la glace un peu, puis que j'y aille, là, tu sais. Et là, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai beaucoup trop aimé ça. Il y a comme une bête qui se met en moi puis qui se réveille. J'aurais jamais vu ça venir. Par contre, la question se pose, pourquoi avant t'aimais pas ça? Non, mais je pensais que j'aimais pas ça parce que je l'avais jamais essayé. Mais tu sais, moi, je pensais que j'aimais le lip-sync. Non. Même pas, c'était vraiment initiation. Moi, ma voix, c'est pas ça ma force, là. Tu sais, j'ai une petite voix dans ma famille. On a souvent des extinctions de voix. J'ai pas une voix qui porte. C'est pas ça c'est pas mon talent, OK, attends. Si ça s'est bien passé, ça veut dire que la première tune que t'as choisie, ça s'est passé. C'était quoi que t'as pris? C'est quoi que j'avais fait, donc? C'était pas tant... j'ai dû faire une affaire style Girls Just Wanna Have Fun. À un moment donné, je me souviens que j'avais fait Ailleurs de Marjo, puis j'étais embarquée dans C0 de Julie Masse, puis tu sais, comme... revisiter des plaisirs comme ça de quand j'étais une petite fille puis que c'était plus du lip sync que j'aimais faire et ma voix est quand même assez juste, tu sais, j'ai quand même une bonne oreille, fait que là tu sais, je sentais que c'était pas trop désagréable pour les autres, mais c'est même pas ça le trip. Mais là je continue mon histoire, c'est que là dernièrement, on a parmi nous les écrivains, un musicien qui est un super chanteur, c'est-à-dire que Hugo Mewdy, que tu connais, des Sainte Catharines, Yesterday's Ring, un chanteur punk, tu sais, avec vraiment une super voix. Puis tu sais, moi, j'ai été recherchiste pour Belle et Bomme pendant plusieurs années, puis je me souviens, on l'avait booké. Il avait chanté You Were Always on My Mind, Willie Nelson, puis il a fait brailler Normand Brathwaite, là, c'était à se pitcher à terre. Je pense qu'il était a cappella. Ce gars-là, il a vraiment une belle voix. Mais il y a aussi un charisme. Vraiment. Oui, puis sa voix, tu sais, est rocailleuse, puis c'est comme, eux autres, ils ont fait la bamboula, là, je veux dire, un band punk comme ça pendant des années. Mais ça. Fait que bref, lui, je l'ai vu dans un karaoké il y a un mois, là, c'était le salon de l'Outaouais. Puis là, je lui ai dit, hey, j'aimerais tellement ça chanter avec toi, puis tu sais, on s'entend bien. Puis là, bon, je l'avais booké à Belle et Bomme, fait que je considère qu'il m'en devait un peu une. Mais il a quand même accepté sans que j'insiste trop. Puis là, on a fait Islands in the Stream, Dolly Parton et Kenny Rogers, puis c'était vraiment le fun. Puis là, après ça, écoute, j'y ai fait chanter Time of My Life de Dirty Dancing. OK. Peux-tu croire que Hugo Mewdy a chanté ça? Ça devait être pas pire, en fait. C'était pas pire, honnêtement, je pense. Je suis sûr que oui. Parce que j'en garde un souvenir impérissable. Ouais, c'était écœurant. Puis là, en fin de semaine, c'est ça, je l'ai recroisé parce que là, c'était le salon de Trois-Rivières, puis il voulait me faire chanter Shallow. Mais là, moi, je peux pas chanter ça, là. Mais lui, il a calé ça. Oui. C'est surprenant, hein? C'est intéressant. C'était soit ça ou une autre tune, je pense, c'est Picture de Kid Rock, puis sa conjointe de l'époque, là, voyons, celle qui chante Living Las Vegas, là. Voyons, Sheryl Crow. Ouais. Bon, fait que là, moi, celle-là, je la connaissais pas bien. Mm-hmm. Mais Shallow, c'est parce que, je veux dire, je me serais pété la gueule beaucoup trop, là, tu sais. Lady Gaga, elle a pour vrai une belle voix, cette fille-là. Ah non, ça, c'est... Écoute, elle est vraiment une formidable chanteuse. Puis dans cette tune-là, elle la pousse vraiment, tu sais, très haut. Fait que là, moi, j'étais allée écouter ça vite, entre les deux portes, là, tu sais, en fumant une cigarette. Puis j'ai fait comme, écrit ça qu'il y a une chance que j'ai écouté ça avant de me lancer là-dedans. Là. C'est comme, parce que aussi, pas. Le problème avec les karaokés, c'est qu'ils ont des tonalités choisies, tu sais. Puis des fois, tu l'as pas. T'as pas les cordes vocales pour aller là. Une couple de... En fait, moi, ce qu'il faut que je chante, c'est des tunes où est-ce que c'est un gars qui chante, mais qui chante un peu haut. OK, un falsetto. Non, peut-être pas falsetto. Pas là. tant. OK, juste une voix haute un peu. Exemple? Ouais, comme Island in the Stream, la voix de Kenny Rogers, tu sais, ça, je suis capable. Un peu poussé? Ben oui, mais je suis bien plus capable de faire ça que celle de Dolly Parton. Fait que, tu sais, moi, mettons, des fois, dans la tune, quand ça monte trop, je suis capable de dropper d'un coup d'une tonalité, là, tu sais. Mais c'est ça, je découvre ces affaires-là en le faisant, là, mais
Écoute, moi, le karaoké aussi, j'ai une drôle de relation avec ça parce que, là, mon père va être content d'entendre ça. Mon père a construit un karaoké dans le sous-sol de ma maison d'enfance. Quand on est parti, il s'est payé ça. Il a acheté tout le matériel. Puis mon père, il finissait Qu'est-ce qu'il chante, lui? Qu'est-ce qu'il fait triper? Tout. Mais tu sais, genre, il finissait sa journée de travail. Ah oui? C'était une toffe. Il disait à ma mère, il disait, je vais aller en bas, je reviens dans une heure. Au lieu d'aller faire du jogging ou de boire une bière. Il fait du sport aussi, puis tout, mais il boit pas. Mais attends, il fait ça tout seul dans le sous-sol. Des fois, il évite des amis, tout ça. Mais mon père, là, il parle des fois, ça, j'ai envie d'en... Puis il s'en va se clencher un peu d'Aznavour, un petit peu de Léo Ferré, puis des fois d'autres affaires. Mon père, il est vraiment, va dans toutes les directions, ses goûts musicaux. Et on dirait que quand je vais à Joliette, puis que là, il dit, allez, on va chanter, je suis comme juste pas capable de le faire. Je suis comme pas capable d'aller dans cette... C'est pas mon affaire. Ma sœur adore ça. Ma mère et moi, là, on est les deux, on regarde, comme c'est correct. C'est super. C'est super. Mais dans un bar, surtout quand t'es pas chez vous, c'est une autre ville, puis là, tu dis, hey, on se fait du fun, ça peut être assez. Faut que tu sois dans un environnement où est-ce que tu sens pas que tu vas te faire juger aussi, là. Ben, vous êtes toute une gang d'amis ensemble. Oui, puis on est tout le temps un peu les mêmes usual suspects, là, qui se ramassent ensemble, puis c'est comme, des fois c'est gagnant, des fois pas pantoute, puis c'est pas grave. Mais toi, t'as déjà aidé à écrire des chansons. Hey, sais-tu quoi? Je trouve que c'est la chose la plus difficile à écrire. Mais hein? On m'a souvent approché pour que j'essaie de faire ça. Puis je comprends pas la structure. C'est parce que moi, j'aime raconter une histoire, mais là, il y a pas vraiment de fin. Non. Il y a quelque chose qui est répété. Fait que c'est pas vraiment une histoire, mais un peu. Je pense que ça doit être vraiment plus satisfaisant quand t'es aussi le compositeur de la musique, parce que là, moi, j'essaie de calculer des pieds puis tout ça. Mais ça, j'avoue que... Il y a comme une grosse contrainte, là, tu sais. Puis là, c'est comme... Ou bien on me dit, ben, écris une toune, puis on va composer après là-dessus, mais là, je comprends pas comment ils vont faire ça. Il faut que je respecte quand même sûrement un piétage. Mais il y en a qui le font, tu sais, je me rappelle... Émilie Laforêt puis Joseph Marchand, leur duo Forêt, c'était tous des poèmes de... Oui, c'est vrai. C'était-tu Hélène? Non, Hélène Doré. Non, c'était... Il n'y avait pas la Maranie. Ils ont non, ça, oui, non, mais ça, c'est un autre projet, Forêt, l'album. Oui, je les connais très bien. Je connais les deux personnes même. Oui, c'est ça, mais Forêt, band, moi, ça va me gosser. Il me semble qu'ils ont fait des textes de plein de chanteurs aussi, là. Peut-être par après, mais ces textes-là, Kim Doré. Ah oui, c'est tous des textes la poète Kim Doré. C'est vrai, t'as raison. C'est ça, mais c'était sauté comme idée. Tu sais, Kim leur donnait des poèmes, elle les a écrits sans penser à la musique, eux, ils ont pris ça. Ouais. À la limite, mais la poésie peut être proche, mais moi, je suis vraiment une narrative. Ouais. Fait que, tu sais, je voulais en faire avec Marie-Pierre Arthur à un moment donné. Okay. Puis Marie-Pierre et François Lafontaine ont fait une super belle musique pour un livre audio. Mon livre, La Desiderata, qui a été... tu sais, il y a eu, pendant les années pandémiques, là, il y a eu des subventions, les éditeurs, pour faire des livres audio. Puis Alto matchait comme moi, c'était Pascal Monpetit qui a fait une superbe lecture. Donc, des voix de comédiens avec des musiciens. Mm-hmm. C'était tellement beau ce qu'ils avaient fait, ces deux-là. Fait que moi, je voulais leur rendre l'appareil puis, tu sais, leur écrire une couple de textes, mais j'ai essayé, je leur ai donné de quoi, mais... Mais tu joues rien. Tu joues-tu un peu, tu grattes-tu un peu de guitare? Moi, je joue du saxophone ténor, mais là, ça fait longtemps que j'en ai pas joué. Ça aide pas. Non, le sax attaché au cou, le crayon dans l'autre. Mon amour, nana, c'est pas la meilleure façon. Non, puis j'aurais aimé ça, jouer de la guitare, tu sais. Jamais ça, par contre, jamais trop tard. Ouais. Ben voyons, n'importe quel ça tapon. A l'air compliqué. Ben non. Ouais, t'es sûr. Non, c'est pas pour rien. C'est un des instruments que tu peux vraiment l'apprendre sur YouTube. J'avais essayé, tu sais, puis justement, je regardais des petites vidéos, puis... Tu sais, c'était comme long à apprendre. Puis là, il faut toujours que tu regardes tes doigts. Puis au début. Je me suis comme tannée. Moi, je voulais juste... À un moment donné, j'ai appris à jouer Stairway to Heaven juste... Par principe. Comme tout le monde fait. Oui, puis là, j'étais comme, c'est quand même le fun quand t'arrives à sortir une mélodie. Puis là, ça allait pas assez vite à mon goût, là, je te dirais. Alors que tous les instruments, tu sais, mettons la flûte traversière, la clarinette, tout ça, quand tu sais jouer du sax, t'es pas mal capable de les pogner vite, là, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, dans le cas des instruments, tu sais, je repense encore au concept de chanson, d'écriture. Tu sais, Malajube, dans le temps, ça c'était sauté quand même parce que les gars ont enregistré juste la muse.
Puis après, c'est Julien Ouais. qui s'installait, qui faisait un peu à la Beach Boys. Ben, un peu à la Sonic Youth aussi. Sonic hein. Youth, tu sais, Dans même affaire. l'approche aussi, parce que, tu sais, ils se sont beaucoup fait reprocher par certains journalistes qu'on n'entendait pas la voix. Mais tu sais, c'est de la musique rock, là. C'est pas de la chanson à texte, là, tu sais. Puis dans ces approches-là, ben, la voix devient comme une des tracks avec les, tu sais, avec, ben, là, c'est une couleur. je t'explique ça, mais t'es musicien, mais ça se mélange. C'est pas la voix qui est devant le reste des instruments. C'est pas de la chanson, puis c'était cette approche-là, tu sais. Là, à Paris, vous allez faire un autre karaoké. On a déjà envoyé le message au directeur du Festival ça de existe-tu Paris. là-bas? C'est une drôle de question quand même, je sais pas. Oui, je pense que oui. Ça doit Paris, il y a tout, là. Ah oui. J'ai vu une fille en fin de semaine, une Française là, qui était super à l'aise au karaoké. OK. Ouais. Ah, ben écoute, ça va être une partie je te remise. dirai. Ah yeah, mais c'est quand même, c'est amusant. Là, ton livre, justement, comme tu dis en ce moment, t'es invité un peu partout, des conférences, des talks, des signatures, tout ça, ça doit être assez le fun quand même. Puis en plus, le prix que tu as eu, ça, c'est méchante tape dans le dos. Là. Ah, ouais, vraiment. Comment ça marche? Est-ce que tu avais appliqué pour ça ou c'est juste que c'est apparu du ciel, ils ont fait « Ah, tiens, t'as un prix ». Je sais pas comment ça fonctionne. OK, je t'explique. Moi, c'est le 3e gros prix que je reçois. Puis c'est toujours aux années, mettons, 2003, 2013, puis 2023 que j'ai eu des gros prix comme ça. Donc, tu crois à la numérologie? Non, je savais pas. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Donc, mais il faut que j'attende un bon 10 ans encore. Prends ces chiffres-là, un ticket de l'auto, c'est réglé, là. C'est ça. Mais quand, en fait, tu sors un livre, ton éditeur envoie ton livre, l'inscrit pour des prix, pour différents prix, tu sais. Puis tu sais jamais... en fait, ça dépend vraiment de qui est le jury. Parce que c'est souvent des pairs. Comme le prix du gouverneur général, c'est un très gros prix, avec une très, très grosse bourse aussi. Là. Mais je sais, mais ça, c'est débile. On peut le dire, là, c'est 25 000 non imposables. Question, une bourse comme ça, est-ce que c'est dans l'idée d'encourager justement à dire, prenez cet argent et écrivez un autre bouquin? On te dit pas quoi faire avec. On te donne une récompense pour le livre que t'as publié. Puis même, on a reçu une lettre où est-ce qu'on nous explique si c'est une récompense. Donc, c'est pas quelque chose qui est imposable. Alors, quand ça t'arrive, tu le sais pas, tu le vois pas venir. Puis, si c'était... Moi, je le sais, là, que si c'était 3 autres membres du jury, ce serait probablement... Non, ça peut changer. Là. Ouais. Fait que faut quand même rester humble. Habituellement, quand quelqu'un gagne un prix, c'est parce que son livre est bon. C'était-tu le meilleur? C'est impossible de le dire. Évidemment, tout est discutable. Ça dépend. Oui, c'est ça. Sauf que c'est sûr que c'est vraiment le fun. Ce que ça fait pour un écrivain, c'est que ça te donne tout à coup un espèce de break de douter de soi, de se demander si c'est pertinent. Mais moi, je les achète toutes, les prix de gouverneur. Je les achète sans questionner. OK. Tu sais, moi, je me dis... Puis je fais partie du monde qui écrivent pas. Puis tu te dis, ben, crime, il y a du monde super compétent qui me disent que ça, c'est super bon. Ben, ça doit être bon. Bon, je l'achète. Je suis comme, ben, je fais partie des bonnes gens qui. Ben oui, mais c'est comme en musique, comme mettons les révélations à la disque, tu veux les découvrir si t'as manqué ça. Il me semble que c'est normal. Si du moins t'aimes la musique, c'est à ça que les prix servent un peu d'attirer, de mettre de la lumière sur une œuvre. Surtout pour la littérature, je trouve. Je sais pas pourquoi on dirait que justement, la littérature, c'est tellement vaste. Tu sais, alors que musique, stylistiquement, c'est tellement classé parfaitement, là, tel genre électronique, classique. Mais là, ici, la littérature, tu sais, ça dit, c'est un grand fou. Tu sais, c'est immense. Puis là, tu me dis, ce livre-là, il faut que je porte attention. Ben, OK, tu sais, on va y porter attention. Oui. Puis là, ben, ça, c'est un recueil de nouvelles. Puis c'est dur, les recueils de nouvelles. Je sais. Les éditeurs aiment pas vraiment ça. J'étais surpris. Ouais, moi aussi. Puis du côté anglo, c'est aussi un recueil de nouvelles qui l'a remporté dans la catégorie roman et nouvelles. Parce qu'il y a 7 catégories. Il y a comme poésie, littérature jeunesse, théâtre. Roman nouvelle, c'est quand même une grosse catégorie, là, avec beaucoup de livres en compétition. Moi, je me souviens le matin où est-ce que j'ai su que j'étais en nomination, j'étais en train de raccommoder mes pantalons. Puis il était comme 7 heures du matin. Et ma voisine Patricia m'envoie un texto pour, tu sais, d'habitude, je regarde les réseaux sociaux, là, j'avais comme pas fait ça, je me dépêchais à réparer mes pantalons. Et Patricia m'envoie un texto avec l'article de la presse
qui annonçait les finalistes, c'était ma face qui avait mis. Là, on dirait que j'étais plus capable de comprendre le français. J'avais vraiment pas vu ça venir. Puis juste d'être finaliste à ce prix-là, tu sais, c'est déjà vraiment, vraiment le fun. Même quand t'es finaliste, tu reçois quand même 1000$ aussi. Ouais. Puis c'est une ligne de plus dans ta bio, puis c'est quelque chose de plus que tu dis, j'ai été finaliste, c'est quand même pas rien. Il y a une fierté, tu sais, je le cacherai pas, je ferai pas comme si, moi, les prix, je suis au-dessus de ça. Non, je suis vraiment pas au-dessus de ça. Puis, là, ce qu'on nous avait dit, c'est telle semaine, si vous remportez le prix, vous allez recevoir un appel. Puis si on vous appelle pas, ben c'est que vous avez pas remporté le prix. Puis là, ben le lundi, je me souviens, en tout cas, on était à Jonquière, il y avait eu une tempête de neige. Puis là, à un moment donné, je vois, tu sais, dans l'auto Ottawa, là, tu sais. Ah boy. Puis c'est drôle, là, c'est comme des voix de personnes, tu sais, je sais pas trop là, des fonctionnaires qui ont un petit accent anglais, qui ont l'air de lire un texte. Félicitations, vous avez eu le prix du... Mais moi, j'ai tellement hurlé, là. J'étais avec mon chum, puis on capotait, tu sais. C'est malade. Oui. Ah, j'aime ça, entendre comment tu l'as reçu, ton prix. Ah, mon Dieu, c'est vraiment agréable. C'est cool, puis là, c'est pas fini, là, parce que à la mi-avril, on va à la résidence là, du gouverneur général. Il y a toute une cérémonie. Écoute, c'est vraiment spécial. On va là 3-4 jours. Ils nous font visiter plein d'institutions. Bibliothèque et Archives du Canada, le Conseil des arts. On va au Musée des beaux-arts à un moment donné. C'est comme, on nous amène à droite pas à gauche. Puis tous les écrivains, tu sais, ça a l'air d'un truc officiel, un peu pompeux, mais tous les écrivains que je connais qui l'ont gagné m'ont dit que c'était vraiment le fun. Puis que la résidence, là, ça a l'air que c'est beau. Il y a un jardin intérieur. Tu vas souper avec le gouverneur? Ben là, c'est rendu un dîner. OK, c'est un dîner. Check bien ça. Ah non, tu vas-tu me demander de dire quelque chose? Non. Non, check. Admire les codes qui vont être là. C'est quelque chose. Parce que moi, avec Molinari, quand on faisait des tournées, on allait, mettons, en Europe, tout ça, puis des fois, on était invité par la maison du consulat canadien, tout ça, puis des représentants, puis ils ont comme tout un code de comment ils te reçoivent. Ah oui, c'est combien clair. de temps ça dure, le discours, le moment qu'il se lève, tu te lèves. Il y a comme plein d'affaires, là, tu vas voir. Ben même juste l'organisation de ça, là, tu sais. Là, moi, je sais toujours pas là, comment faut que je m'habille. Est-ce que je dois faire un discours? Ben ça, oui, mais quel genre de chic, tu sais? Sûrement extra chic, mais là, c'est à 11h midi, cette affaire-là. T'es quand même chic, ça. Ben là, non, là, je suis pas chic, là. Ça va être plus chic que ça. Non, ça va être plus chic, mais tu sais, c'est le fun. C'est le fun. Toutes ces affaires-là, cérémonies. Ben, tu sais, c'est pas quelque chose que tu vis souvent dans une vie, là. En tout cas, mais l'affaire avec les prix, c'est que dès que t'en reçois un, après, t'en veux d'autres. Puis tu sais, ça... Ah non, mais là, c'est le danger. Là. Ouais. Moi, je te conseille de pas aller là. Mais non, mais c'est pas tant que je veux aller là, c'est que moi, là, avant de gagner un prix, j'avais jamais pensé à ça. Mais non. Puis là, mon premier prix, en plus, le prix Anne Hébert. Aujourd'hui, c'est plus, ils appellent ça le prix du premier roman. C'était un prix qu'on recevait en France, au Salon du livre de Paris. Ils l'ont rebaptisé? Oui, ça s'appelle, je pense, le prix du premier roman. Mais c'était ça, le prix Anne Hébert. Puis, quand je l'avais gagné, en plus, moi, Anne Hébert, c'est mon écrivaine, là. C'est à cause d'elle que j'écris, tu sais. Sérieux? Donc, oui. Puis là, le prix Anne Hébert et la directrice du jury, c'était Marie-Claire Blais. Fait que moi, je me retrouve pour la première fois de ma vie à Paris. Marie-Claire Blais me remet le prix Anne Hébert, tu sais. Fait que là, après, ça donne des ailes pour écrire. Ça peut venir avec une petite pression. Surtout le deuxième livre, c'est vraiment tout le temps le plus dur à écrire. Là, deuxième je le vois film, autour de moi. Deuxième album, deuxième tout. Oui, parce que tu sais, t'as mis tellement de temps à faire ton premier, t'avais aucune pression, personne t'a vu venir. Puis là, ben tout à coup, on s'attend de toi à ce que t'accotes ça. Tu sais, fait que moi, mon deuxième livre, il est dans les poubelles. Là, finalement, j'avais écrit comme 120 pages, puis j'ai comme choqué en plein milieu. Je m'en suis débarrassée. Stop it. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire des nouvelles en me disant, ouais, ça va être moins grave. Mais attends, il est dans les poubelles, mais il est quelque part. Il est dans un, tu sais, les ordinateurs, les Macintosh bleus puis orange, là. Tu sais, même pas, là, quand il y en a eu des mauves, des rouges, des verts. Il est là-dedans. Oui, il est là-dedans. Il est pas transféré, rien. Non, c'est dans mon sous-sol, en quelque part. Je sais même pas si j'appuie sur Run, je vais être capable de rallumer ça. T'aimerais pas ça, revoir? Non, j'ai pas envie de revoir la face, lui, non. Non, sauf que c'est positif parce que après j'ai écrit des nouvelles puis c'est un genre que j'adore puis que je revisite
souvent. C'est un genre athlétique pour les écrivains. On peut essayer des affaires qu'on fait pas ailleurs. Tu sais, moi, des textes très courts, très denses, avec des phrases lourdes, ben pas lourdes, mais très chargées et denses. Ça, je ferais pas ça dans un roman au complet. Ouais. Donc, il y a un jeu là-dessus qui est vraiment acrobatique, qui est le fun. Mais tout ça pour revenir à ce que je te disais, que quand tu as eu un prix, c'est malgré toi. T'en veux d'autres parce que c'est le fun. Mm-hmm. Tu sais, tu reçois de l'argent, tu reçois de la reconnaissance, puis c'est même pas pour l'argent, c'est vraiment pour la reconnaissance. C'est sûr que c'est agréable de recevoir un chèque, mais puis je te dirai qu'est-ce que j'ai fait avec mon 25 000 si jamais t'es curieux. Mais tu sais, les artistes, je veux dire, on sort ça, on le sait pas, tu sais, puis c'est comme si personne aime ça, c'est sûr qu'on va arrêter. En tout cas, moi, je pourrais pas continuer s'il y a pas d'écho, je ferais pas ça là si j'avais pas de lecteur. Oui. Puis tu sais, non, c'est un mouvement vers l'autre. Sais-tu c'est combien qu'il y en a qui sont en circulation là dans des maisons de ton livre, t'as les chiffres? Hey, moi, je suis vraiment pas une grosse vendeuse là, il doit y avoir je sais pas moi attends, je viens de recevoir mes droits d'auteur en plus, je m'en rappelle plus. Non, mais je dis ça parce que toi, tu dis à l'instant, à moi, tu sais, je veux que les gens apprécient mon écriture, mes affaires, une reconnaissance, mais tu parles pas de vente non plus, c'est pas nécessairement ça, c'est juste que les gens de qualité apprécient ton art. Ben, en fait, il y a une petite nuance dans le sens où je fais pas ça pour plaire. Mm-hmm. J'essaie pas de plaire quand j'écris. C'est vraiment connecté là, direct là, tu sais, au cœur. Mm-hmm. Sauf que si ça parlait à personne, je pense pas que je continuerais. OK. Ouais. Okay. Parce que pour moi, c'est un mouvement vers l'autre. C'est une façon de comprendre le monde puis de me raccrocher au monde. C'est vraiment, vraiment instinctif et important pour moi. Si tu m'enlèves ça, si j'ai le choix entre j'ai plus le droit d'écrire ou j'ai plus le droit de lire, je vais choisir de pouvoir continuer à lire. Parce que, ouais. Puis je pense qu'on peut pas écrire sérieusement si on n'est pas un lecteur. J'y crois pas. Mais sauf que dans ma connexion au monde, tu sais, puis j'ai pas tout le temps l'espace puis le temps pour écrire, mais quand je l'ai, je suis l'humain à son meilleur que je peux être, là. Parce que quand j'écris, il y a comme des connexions dans ma tête qui se font. Puis, on dirait que tout est au service d'une œuvre. Puis là, j'accomplis qu'est-ce que je veux accomplir. J'ai enfin le temps. Ouais. Puis il y a des périodes où ce que je pourrais écrire, j'ai le temps, mais que j'ai pas une œuvre en construction ou un canal vers quoi diriger ça. Tu sais, c'est comme des vagues un peu, les livres. Mais quand je peux accomplir ça, je suis vraiment pile sur, j'allais dire sur mon X, c'est ce cliché, mais c'est exactement ça. Là. Mais c'est ça ta technique d'écriture? C'est comme genre, là j'ai une super idée, je m'installe, je produis, ou t'es du genre... Non, c'est beaucoup plus chaotique. C'est vraiment chaotique. Ah ouais? C'est à la va comme je te pousse. Ou tu fais pas genre de 1 à 2 heures, ou 1 à 3 heures. Tout ça, toutes ces réponses, ça dépend. Tous les jours. Ben, il faut premièrement que j'ai un livre en tête. Quand j'ai un livre en tête, là, comme là, j'en ai un, ça fait 1 an et demi que j'essaie de le sortir. Puis j'ai pas trouvé encore quelque chose de bien important qu'il faut que je place avant de commencer à écrire. Mais là, je suis en train de comprendre que je vais le trouver en commençant à l'écrire. Mais là, mais t'as un plan. T'as un genre de plan. Là. Oui, sauf que dès que j'ai un plan, mon but, c'est de m'en échapper. Parce que on a des plans pour tout. Tu sais, je suis une journaliste écrite, j'ai toujours des plans, faut que je rédise des argumentaires pour les livres que j'édite, tout ça. Mais quand j'écris, j'ai besoin de savoir un petit peu où je m'en vais, sinon c'est trop dur. À chaque phrase de voir, tu sais, sortir ça. Mais quand je sais trop où je m'en vais, mon cerveau il a envie de jouer, puis il veut juste faire de quoi de plus fun et inattendu pour me surprendre moi-même. Parce que si je suis déjà allée là, ça me donne quoi d'y retourner. Tu sais, j'écris des tonnes de textes dans ma vie, tu sais, c'est des commandes, des façons d'écrire des trucs, tout ça. Mais quand je suis dans la littérature, là, c'est comme il y a une notion de risque, il y a une notion de danger. Puis ça me procure beaucoup de plaisir, tu sais, ça me met sur un gros high, en fait. Quand je finis d'écrire, je suis vraiment électrisée. Puis ce que j'adore, c'est d'aller jogger parce que c'est comme aussi. Ben oui, sauf que je suis pas dans votre gang là à toi puis j'ai du temps là, je cours pas des ultramarathons là.
Vraiment. Ah non, lui, il va là. Moi, je suis plus marathon, mais tu sais, mais en même non. Qu'est-ce que t'as de. Ben, c'est que quand je jogue, non. Ben, en fait, j'ai déjà été très bonne, quand j'étais ado, là, tu sais, je faisais des cross-country, puis ma discipline, c'était le 1500 mètres. OK. Ouais, qui est comme entre un sprint et, ben, pas un marathon, c'est moins que ça, là, mais c'est comme trop long pour que tu sprintes, mais tu sais, il faut comme que tu ailles chercher. C'est un bon cardio, tu peux clencher ça, là. C'est ça. T'as comme ta patate se fait aller, là, quand tu cours ça. Mais là, tu sais, je cours c'est vraiment, je cours 2-3 fois par semaine, un petit 5 km. C'est parfait. C'est léger, puis c'est vraiment, c'est pour le fun. Non, c'est pas pour le fun parce que j'ai jamais le goût d'y aller, mais ça me fait toujours du bien, là, comme vous parliez de ça, là, dans le balado, puis ça me fait ça moi aussi, mais c'est surtout que là, quand je pars, là, j'écoute de la musique, puis mes idées se déposent toutes seules. J'ai même pas besoin de me forcer à me demander qu'est-ce que je vais faire le lendemain. Puis là, j'arrive chez nous, là, c'est comme, je cours pour noter mes idées, puis là, c'est comme, c'est placé pour le lendemain, là, c'est comme, ouf, OK, il y a une sorte de, c'est réconfortant, ça, c'est là. Ouais. C'est cool. Ouais. Hey, fait penser, parce qu'on parlait de courir puis d'écouter de la musique. Moi, j'aime ça. J'écoute beaucoup des livres audio. Est-ce qu'il va se faire en livre audio? Ça serait vraiment le fun, sauf que là, les subventions que les éditeurs avaient pendant la pandémie, tout ça, ça a arrêté. Puis c'est quoi? Je vais te dire de quoi, là, parce que je parlais en fin de semaine à une madame qui est beaucoup dans les livres audio, qui en a lu plusieurs, puis tout ça, puis c'est parce que il y a des gens qui portent ça, mais c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, les gens, il y en a peu qui s'intéressent aux livres audio. Moi, je pense qu'il faut continuer à en faire. Je sais. Wow. Oui, mais toute proportion gardée. Ouais, OK, peut-être proportion gardée. Mais non, mais il y a une app. Écoute, c'est un Netflix, là. Tu connais l'espèce Oui, sauf que là, est-ce que toi, tu parles internationalement, là? Parce que, tu sais, le livre audio en Allemagne fonctionne full pin. Mais là, on parle du marché québécois, là. Ça ne fonctionne pas, là. Vraiment? Ben oui, moi, je reçois mes droits d'auteur, je le vois, il y en a combien qui se sont vendus. Les gens, ils veulent pas payer pour ça. Puis aussi, c'est que c'est un peu le Far West, le marché de ça, parce que t'as Radio-Canada qui en enregistre, mais c'est gratuit. Donc là, quand tu vas, mettons, sur audio, là, moi, j'en ai un là qui est là, c'est mon livre jeunesse, mon album jeunesse, l'épopée de Timothée, avec la musique de Chili Gonzalez qui m'a fait du beau piano sur mon album jeunesse, c'est écœurant. Ça, c'est parce que j'y ai demandé pendant la pandémie, là. Lui, il était pas en tournée, puis il m'a dit oui, peux-tu croire? Ben, avec le Chronos Quartet. Ben c'est malade mental, je te jure. C'est Chronos, c'est là-dessus en plus. Oui, on dirait que je dis n'importe quoi. C'est comme, on dirait, mais ça dure 8 minutes, puis c'est comme, t'as la voix d'un comédien, puis on a mis de la musique du piano du début à la fin. Attends. Mais attends, c'est pas là que je voulais... Audible. Oui. Et maintenant, il y a plein de livres québécois qui vont là-dessus aussi. Pas tant que ça. Ben, ça commence. Écoute, même, je me fais bombarder de pubs par des Québécois qui font Audible. Oui, sauf que c'est vraiment éparpillé. Tu sais, mettons, Alto en a fait des super bons. Puis là, c'était comme, quelle sera la plateforme? À l'époque... Audible! Là, c'est la meilleure! Je te dis, à l'époque, il y a 2 ans, je suis même pas sûre que Audible existait, là. Ça fait un certain temps. Puis là, il y a le studio Bulldog, puis il y a Nara. Il y a Nara, qui est comme une plateforme québécoise, qui fait beaucoup pour le livre audio, qui a essayé de pousser ça. Parce que moi, Audible, je l'avais avant la pandémie. Bon, mais tu sais, mettons, sur Radio-Canada, sur audio, là, la manière que ça fonctionne, c'est que moi, sur mettons, quand je reçois mes droits d'auteur, là, Radio-Canada va payer une licence, un montant pour quelques années. Fait que moi, je reçois un montant comme ça. Mais via, mettons, les droits d'auteur, si tu achètes, on va dire, la Desiderata, ben là, je vais avoir un pourcentage sur les ventes. C'est comme tous les modèles existent en ce moment, ils se chevauchent. Puis moi, je pense que la raison pour laquelle c'est très important de continuer à faire des livres audio, là, en ce moment, tu sais, peut-être ça sera différent dans quelques années, mais en ce moment, ça ne marche pas. Tu peux demander à n'importe quel éditeur, tout le monde va te répondre ça. Même si ça marche un peu pour certaines personnes qui adorent ça, globalement, ça fonctionne pas. En fait, les livres audio, c'est qu'il y a des gens qui ont de la misère à lire. Des gens, des fois, qui sont qui en écrivent des livres, là. J'en dis avec un de mes amis illustrateurs en fin de semaine. Lui, là, il lit beaucoup. Mais c'est un gars qui a un TDA, tu sais. Puis il voudrait lire plus. Puis d'avoir accès à des livres audio lui permet de connaître beaucoup plus la littérature. Puis là, tous les gens, tu sais, les aveugles, les gens qui sont dyslexiques, tout à coup, tu leur donnes accès à ça. C'est important quand même. Moi, je me fais rire parce que souvent, je dis, hey, j'ai lu tel livre. Ah oui, ben, tu sais, je l'ai écouté à coup de 4 jogging, là. Mais bon, je l'ai lu quand même. Oui, ça compte. En théorie.
Mais faut que tu le sortes sur Audible, sérieusement. C'est Audible, en français, toi qui le lis. Ah, ça, je suis pas sûre. Moi, je te dis, je suis sûr à 143%. Ah ouais? Vraiment? Moi, c'est même pas de la fausse humilité, là. Chacun son si l'auteur métier, ou l'autrice ne lit pas le livre, je ne le regarde, je l'ignore. Je veux rien savoir d'un comédien. Ah, OK. Rien. Même si la personne, elle a... Mais c'est pas tout le monde qui est un bon lecteur, hein. Les écrivains, on n'est pas toutes des personnes très extériorisées et entertainers. C'est ton texte. Je veux pas l'entendre dans la bouche de personne d'autre. C'est toi. Mais ça m'intéresse ça pourrait être très long. Ça se pourrait que je bute pendant qu'on enregistre. T'sais. Ça me dérange souvent, pas. Souvent, là, puis que ça soit interminable. Ils vont faire du montage. Puis après, tu es là. Non. Je serais game d'essayer, mais en ce moment, il y a plus. Non, mais il y a plus de subventions. Il les a eu. En fait, il y en a eu plein pendant la pandémie. C'est pour ça qu'il y a eu tout à coup une abondance de livres audio québécois. Et là, il y en a plus. Puis tu sais, nous autres déjà là, il y en a pas d'argent en littérature québécoise. Il y a personne qui gagne sa vie avec ça, sauf quelques-uns là, des rares exceptions. Fait que là, à un moment donné, c'est comme tu nous rajoutes encore une autre affaire pas payante. Là, tu sais, qui prend du temps. Lu par toi, ça coûte moins cher que tous les comédiens puis les voix puis tout. Avec toutes les nouvelles. Moi, tu sais, en plus. Ben moi, je dirais pas non. Moi, je connais ta voix. Moi, j'ai commencé à le lire et j'entendais ta voix. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que c'est ça. Oui, moi, c'est ça. J'aime ça, faire des lectures, j'aime ça. Ce que j'aime pas, moi, c'est quand tout le monde me regarde, là, tu sais, puis j'ai l'impression que, faut pas que j'aie le dos trop croche, là, ou tu sais, que genre, puis là, faudrait sûrement que je regarde la foule, puis, mais tu sais, si on me met dans un petit cubicule avec ces fameux micros, là, qui magnifient nos voix, puis que tu me dis, lis-le, puis c'est pas grave si tu butes, genre, reprends, puis recommence. Moi, c'est oui. Mais là, à un moment donné, faire tout le temps gratuit pour pas de lecteur, tu sais, c'est comme, ça devient fatigant à long, là. Ouais. Mais moi, je lance l'idée. Moi, je l'attrape. Je lance l'idée parce que je pense que j'aimerais que ce soit possible. Dorénavant, il faut que ça soit inclus par toi. Tout ce que tu fais, c'est juste lu par toi. Non, c'est vraiment parce que t'as dit, il y en a un, comment il était insupportable. Tu vas vraiment le nommer? Ouais. Ah, non, il est vraiment pas, c'est un pas gentil, là. Il a fait un livre dernièrement puis que j'ai. Un Québécois ou un Français? Un Québécois, Canadien, anglais qui aime pas parler. Marc Kessler en a parlé il y a pas longtemps. Attends, un auteur. Ouais, un prof à Concordia. Puis il a fait un espèce de livre, un livre qui était... Ah voilà, c'est ça, je l'ai, parfait. Mais voyons, d'habitude, je suis capable de les deviner. Gad Saad. OK, bon. Professeur Gad Saad qui écrit un livre aux 2 ans. OK, je ne le connais pas. Ouais, puis là, c'était tout le temps des acteurs. Moi, je voulais rien savoir. Mm-hmm. Puis là, il a commencé, il a commencé à faire ça. Il a une voix insupportable. Ah ouais. Mais c'est correct. Ça. Ah! C'est correct parce que ça vient de la source. On dirait qu'il y a tu sais, comme Gabriel Nadeau-Dubois, Tenir debout, il l'a tout fait. Oui, Hélène Dorion aussi, elle l'a fait elle-même. C'est super, ça. C'est du fun. Je pourrais bien l'essayer, tu sais. Mais je me souviens, moi, de à la recherche du temps perdu, lu par, c'était-tu André Dussolier? En tout cas, un super comédien français. Il a tout fait? Oui, pis c'était comme le soir à 20h à Radio-Canada, là, la chaîne culturelle, là, je te parle il y a longtemps. Ouais. Puis là, moi, je me souviens, je faisais tout le temps mes exercices de dos en écoutant ça, tu sais, puis je l'aurais pas lu, là, à la recherche du temps perdu. Puis là, c'était comme, hey, je vais le lire à un moment donné. Tu penses que ça va faire pour vrai? Sans blague? Un jour, tu vas te faire ça. Regarde, faut que je te parle de quelque chose. Je me suis dit, je vais lui dire ça. T'as un bucket list? Non, mais c'est parce que c'est ridicule. Je lis vraiment lentement. C'est problématique, là. Je suis éditrice maintenant. Oui. Puis, en fait. Mais c'est quoi ça veut dire, ça, lire? C'est parce que, non, mais je suis capable de lire vite, mais ça me casse complètement mon fun. C'est pour ça aussi que j'écoute pas beaucoup de livres audio parce que moi, j'ai besoin de voir les mots, puis j'ai besoin de relire des phrases, puis je note des mots que je trouve beaux, puis tu sais, c'est très actif, mon processus de lecture. Wow. Puis, ça fait que je lis pas assez. Mais là, moi, ça spin du tour, là, parce que je veux lire beaucoup. Fait que là, tu sais, je regardais ma table. Là, je me suis dit peut-être que Frédéric Lambert va me demander, qu'est-ce que tu lis de ce temps-ci? Puis là, je me suis dit, j'ai tout le temps de la misère à répondre à ces questions-là. Fait que je vais regarder ma table de chevet. Puis, rappelle-moi de dire qu'est-ce que j'ai acheté avec mon GG. Faut pas oublier de parler de ça. Avec mon prix. Ouais. Je vais te dire aussi. OK, qu'est-ce que t'as acheté? Non, mais après. J'oublie rien. C'est sûr que je vais savoir. Dès que tu me dis le montant, je me suis dit, je veux savoir ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça pourrait être le punch de notre entrevue. Mais sur ma table de chevet, là, je suis allée voir vite. Puis c'est parce que je suis pas fière de moi, là, mais j'arrête pas de commencer des livres
que j'adore. T'es fini. Puis là, non, mais c'est parce que je passe aussi ma journée à lire, moi. Je suis sur 2 comités éditoriaux, là, jeunesse et adultes. Puis en plus, chez VLB, on a le prix Robert Clich. Fait que ça, c'est comme un prix remis à un auteur qui a jamais publié. On reçoit plein de manuscrits. Puis là, il faut les confier à des jurys qui vont élire le gagnant. Mais là, c'est nous, là, on est 3 éditeurs, là. On a reçu 100 manuscrits, là. Puis on a un peu d'aide, mais tu sais, il faut les lire à un moment donné, là. Fait que moi, là, j'arrête pas de lire. Puis là, j'arrive chez nous le soir. Là, tu vois, après-demain, je fais une conférence à l'UQAM sur mes inspirations hébertiennes relativement à Anne Hébert. Ben là, il faut que je relise en mode turbo là, les fous de bassin, mais ça m'écoeure de lire Anne Hébert vite parce que c'est surtout, la plus riche. Ah, mais surtout les fous de bassin. C'est tellement intense, tous les livres. Tous ces livres, tu sais. Fait que là, j'essaie de lire ça vite, mais en même temps, moi, j'ai découvert récemment, ça, c'est mon gros coup de cœur, là, Michel Lapierre Dallaire, qui a publié à la Mèche. Elle a publié des livres avec des titres très longs. Okay. Comme celui qu'elle vient de publier, c'est « Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme ». Wow, OK. Ouais. Puis c'est bouleversant là. Là on est dans la filiation là, Marie-Cécile Labrèche, Nelly Arcan, toutes ces filles là. C'est rough, mais elle a un espèce de sens d'être au monde, une sorte d'intelligence pure, de non-jugement, de lucidité folle. Il y a quelque chose dans sa manière de regarder le monde et de le nommer qui me renverse. Michel Lapierre Dallaire. Ouais. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK. Ça, c'était son premier livre. C'est pour ça que je te dis. C'est malade. Ces titres sont tout le temps C'était par amour, OK. Déjà, j'aime ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'on dirait que c'est une question, mais finalement, il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'y a même pas de point. Où c'est qu'on s'en va? C'est parfait. OK. Fait qu'il y a ça sur ma table de chevet. Là, il y a aussi... Ah, c'est parce que là, moi, je lis sans arrêt des polars. C'est ça que j'aime le plus lire, dans le fond. Pour vrai? C'est peut-être pas ça que j'aime le plus lire, mais j'ai besoin de lire ça. On dirait que dans ma tête, je dois régler des équations, des intrigues, des enquêtes. C'est comme... Mais attends, OK, parlons-en alors. Parce que moi, ma fille de 9 ans, elle, si c'est pas une enquête, si c'est pas une affaire avec une twist, elle veut rien savoir de lire ça. Elle a déjà, mais ça fait des années. Là, puis là, il y a des petits polars pour enfants. Ça fait 2 ans. Dès que c'est quelque chose qui est fantastique, elle est comme non. Il faut qu'il y ait comme une twist, quelque chose de weird qui se passe. Ouais. Mais c'est vraiment dans le sang. Je pense qu'il y a du monde qui cherche ça, qui veulent ça. Ben, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Ah ouais? C'est l'art du récit d'une bonne intrigue. Une bonne histoire, un polar, c'est tout le temps... Quand tu lis un polar, ça va pas te tomber à l'eau. Ou en tout cas, il sera pas réussi si c'est le cas. Ouais. Il va se passer de quoi. Il y a quelque chose de tricoté. Moi, j'adore Michael Connelly. Là, j'ai lu, il a publié une 50aine de livres. J'ai lu la moitié de son œuvre. Je vois tout venir à 100 000 à l'heure. Je suis dans mes pantoufles bien raides quand je lis ça. Je me suis toujours demandé qui lisait ces livres-là. Moi, puis je suis même allée, à Los Angeles. Je vais dans les restaurants où ces personnages vont manger. Là, je suis comme un peu folle. OK, tu vis l'affaire, là. Ouais, je vis l'affaire. Puis tu sais, comme depuis que je suis allée là, ben j'imagine très bien où il habite Harry Bosch. Puis tu sais, je lis les livres en désordre de quand il avait 40 ans, puis qu'il se pognait des espionnes. Puis là, il est rendu à 70, puis il est tout clopinant, puis il fait pitié, tu sais. Mais admettons, quand tu pars dans un polar, là, quand tu pars, puis que tu lis ça, est-ce que t'as une espèce de rituel, là, tu t'installes, t'es comme genre une espèce de... Parce que moi, ça me fait tellement rire parce que ma belle-mère, que j'adore, elle, les polars, encore une fois, Noël, c'est toujours le même cadeau, c'est que j'y achète des polars, une bouteille de vodka, un sac de chips avec un dip à l'oignon. C'est bien le fun! Elle dit ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Puis là, elle a une petite maison à l'île aux grues, là. Ah, mais là, c'est merveilleux. Elle s'en va là, elle traverse le bateau, elle dit, moi, je m'installe, coucher de soleil, j'ai mon polar, mon dip, mon petit verre de vodka. Wow! Puis, il y a rien qui peut battre ça. Elle, c'est son rituel de polar, tu sais. Aïe, OK, ben, je comprends. Moi, en fait, ce que j'aime le plus, c'est, tu sais, l'automne, il pleuvasse un petit peu, t'ouvres la fenêtre, puis là, ben, tu sais, ça, là, avec un thé noir, c'est parfait. Mais sauf que les polars, c'est des livres que je peux lire tout le temps, n'importe quand. Contrairement, tu sais, Anne Hébert, là, je lirai pas ça pendant mes insomnies la nuit, là. Puis Michel Lapierre Dallaire non plus, là. Mais un polar, tu peux le lire plus vite.
Oui, je peux lire plus vite, effectivement. Ouais, puis Ouais. ça me donne un break aussi parce que vu que c'est traduit, là, Oui. je check plus la langue de la même façon. De un, c'est un polar, fait que souvent, c'est pas ça qui... Même encore là, il y en a des très grands écrivains de polar aussi, mais là, Connelly, c'est pas ça. Puis son traducteur, il fait une super belle job, mais ça passe quand même dans le filtre de la traduction, là, tu sais. Absolument. Mais ça, c'est un des rares genres que je peux lire n'importe quand, tu sais, puis que ce soit... à un moment donné, je me souviens, tu sais, quand j'ai traversé des périodes plus difficiles, mettons, t'as quelqu'un dans ton entourage qui est malade ou, Ouais. tu sais, c'était des fois juste la seule affaire que je pouvais lire parce que ça m'accapare. Ça m'accapare. À un moment donné, j'embarque, je suis vraiment dedans, puis des fois, je me rends compte que, voyons, tu sais, le livre me glisse des mains parce que je sue tellement que je suis nerveuse. OK, Je mais sue c'est... des mains. OK, voilà mon affaire, c'est que moi, j'ai jamais lu un polar. Ah! J'ai jamais osé aller là. OK. Parce que moi, j'ai comme un traumatisme de... Quand j'avais 14 ans, j'avais un professeur de violon, puis ma soeur et moi, on avait le même prof. Donc, on allait chez elle, puis c'était dans le sous-sol les cours, puis il y en a un qui... Ma soeur avait son cours, moi j'attendais, puis on échangeait. Puis elle avait une espèce de bibliothèque, c'était des polars, c'était des Stephen King. Tu sais, Stephen King, il y a certains livres qui sont un peu à la... C'est pas vraiment des polars. Ben, il y en a que oui. Exactement. Il y en a Ouais. certains que oui. Puis je me souviens, à un moment donné, j'en avais glissé un qui était justement plus à type polar. Je l'ai commencé. J'étais tellement sur le nerf. Tellement sur le nerf que j'ai fait non. Tu sais, parce qu'un film, t'es sur le nerf, mais l'émotion part vite, mais un livre, Oui, mais t'es sur le pas né nerf. pour voir des horreurs. Oui, ouais. Mais t'es vois quand même quand t'es lit. Non. Il y a différents types de polars. Il y a vraiment OK. plusieurs genres. Là, probablement que c'était pas le bon polar Peut-être- pour toi. Hey, mais attends, chaud. OK. Moi, demain, je fais OK, je m'initie au polar. OK. Il m'en faut, tu sais, mon Oui. mon initiation. Où est-ce que- 13 heures de Dion Meyer. Ben, là, je l'écris tout ça. 13 heures de Dion Meyer. Si t'aimes pas ce livre-là, ben c'est vrai que t'aimes vraiment pas les OK. polars puis c'est pas pour toi. OK. Ça en est un qui m'a fait battre la patate puis tu sais, OK. à transpirer des mains parce que je suis trop nerveuse. Dean Meyer. Oui, puis lui souvent il fait comme moi j'appelle ça des polars super boostés parce qu'il y a comme 2 intrigues en une là. OK. C'est comme pas de temps mort. OK, lâche pas, là. Ouais. Puis OK. j'aime ça quand Américain. c'est des page turners. Mais tu sais, mettons Michael Connelly, je te conseillerais pas ça là, sauf le poète. Le poète de Michael Connelly, OK. qui est un de ses livres où est-ce que c'est même pas son héros, Harry Bosch. C'est un journaliste. OK. Jack McEvoy. Donc, c'est même pas le héros qu'on adore tous, mais c'est quand même son meilleur livre, Le Poète, OK. de Michael Connelly. Il y a comme une triple fin, là, tu sais, c'est comme ça finit plus les punchs, puis c'est extrêmement satisfaisant. Mais tu sais, J'ai tellement de misère à comprendre que t'aimes ces affaires-là. Ah mon Dieu, ça me fait tellement du bien de lire ça, tu sais. Puis c'est parce que moi aussi là, c'est que je suis insomniaque puis j'ai un tempérament nerveux, tu sais. Ah Puis non, c'est comme ah ouais. oui, fait que tu sais. À 4 heures du matin, j'ai pas envie de me réveiller, mais je suis pognée, Ah, je suis shit. réveillée, tu sais, puis c'est comme... La mélatonine, tout ça, ça marche pas. non, là. non, je suis rendue ailleurs, là. Dans une autre zone? Ouais, j'ai essayé toutes sortes de médicaments, de somnifères. Hey, ma blonde, puis- là, elle est pas là, mais elle, aussi, c'est ah. tellement problématique. Ah ouais, c'est vraiment pas le fun. Puis en plus, c'est quoi? Plus j'ai d'affaires, plus j'ai de choses qui me demandent mon énergie, mon attention, moins je dors. Puis toutes ces affaires-là me stressent pas, là. Je dors pas parce qu'on dirait que j'ai comme hâte de les faire. Puis mon cerveau, il Ah, se c'est pas repose c'est pas pas- longtemps, ok, c'est mais pas il par- veut continuer. T'as-tu des battements, des fois, mettons, tu penses que tu vas t'endormir, puis d'un coup, ton cœur bat plus vite, puis là, tu comprends pas nécessairement pourquoi, parce que justement, tu penses à une idée ou... Ça peut arriver, mais là, c'est comme... On dirait que je me réveille après 4 heures, là, tu sais. Puis c'est fini. C'est tout, terminé. c'est fini, ouais. Tu sais-tu le truc de... Ils disent, en tout cas, tu sais, parce que moi, j'ai lu là-dessus aussi, là, ils disent, tu dors pas, lève-toi, va lire quelque part d'autre Ouais. que ton lit, puis quand l'appel arrive à redormir, retourne au lit. Oui, puis il y a toute une théorie derrière ça, tu sais, comme le mot minuit. C'est parce que anciennement, tu te réveillais au milieu de la nuit, admettons après 5 heures de sommeil, pour aller remettre une bûche, puis nourrir un peu les animaux. Puis là, mais si t'avais des lettres à écrire, ça pouvait être fait à ce moment-là parce que t'avais pas le temps le jour. Exact. Là, ces gens-là, clairement, étaient pas des insomniaques parce qu'après, ou peut-être que justement, ils retournaient se coucher, puis là, Les ils gens s'étaient activés un vivaient peu. avec le soleil aussi. Ouais, là, tu sais, il y avait pas toute plein cette de affaire-là. pollution lumineuse Non. tout le temps. Puis tu sais, moi je suis comme sensible à ça. Puis j'haïs les lampes d'ailes là. Tu sais, on dirait que ça me brûle la rétine, mais c'est ça à ce D'ailleurs, temps. tu sais, je baisse un peu le... Non, je disais pas ça pour ça. C'est vraiment pas grave.
Mais OK, donc l'insomnie. Ah, man. Ouais, fait que Shit, le t'es polar, c'est comme, je suis capable de rentrer là-dedans, même si je suis pas en forme. Ouais. Si je prends l'avion puis qu'il faut attendre, tu sais, j'ai pas envie de lire de la littérature qui me sollicite beaucoup puis que je vais avoir envie de sortir mon carnet de notes. Je veux me laisser absorber dans une histoire, là. Tu lis papier tout le temps? Oui. T'as pas switché aux tablettes puis tout ça? Là. Non, parce que je souligne plein de choses. Puis ben oui. puis comme je te disais tantôt, le livre audio, pour moi, ça va trop vite. Je suis comme, attends, cette phrase, je manque qu'est-ce qu'il dit, là. Tu sais, t'es clairement, oui, une fille de littérature, t'es une fille de musique aussi, mais t'es-tu cinéma un peu, ou ça, c'est Je suis très cinéma. Pour vrai, en ouais. plus? Ça serait le 3e, je te dirais. Le 3e préféré? Ouais. Premier livre de devant musique. le théâtre, mettons, le cinéma devant le théâtre. Ouais. Ben, j'aime bien l'art visuel, mais pas tout. J'y vais un petit peu, pas assez à mon goût. Je pourrais y aller plus. À reculons? Non, pas du tout à reculons, mais. OK, non, t'aimes ça, mais c'est dans moins le sens commun. où j'ai pas le temps de tout le temps faire ce que je veux dans la vie. Puis je trouve quand même le temps d'aller au cinéma. Puis je me souviens, quand j'étais étudiante, j'y allais systématiquement à chaque mardi après-midi toute seule dans la salle. J'adorais ça avec un café. Puis j'allais voir... je décidais vraiment là, selon ce qu'il y avait, là, tu sais, puis je voyais toutes sortes de films, même ceux que j'avais pas choisis, parce que c'était celui-là à l'heure où j'étais là. Les mardis, c'était moins cher. Aussi. Mais c'est ça qui m'a fait comme, je pense, qui a fait que j'ai aimé le cinéma. Puis tu sais, comme dernièrement, on dirait qu'il y a eu des grands films, là, Anatomie d'une chute et La zone d'intérêt, là. Pas vu encore. OK, c'est... Tout le monde m'écrit. La bande sonore. Toi qui es musicien, tu vas pogner de quoi avec ça, là, puis le film, en plus, parce que moi, ce réalisateur-là, je l'aime tellement. T'as-tu vu les autres affaires de Jonathan Glazer? Même pas, non? Holy shit. Ah ouais, hein? Il y a le film de zombies, pas de zombies, d'extraterrestres avec Scarlett Johansson. Oui, OK, oui. Ça, c'est super bon. Uh-huh. Mais il a fait un autre film, Jonathan Glazer. Il a fait un truc qui a pas de bon sens. Puis c'est comme sur la réincarnation. Puis c'est avec, comment elle s'appelle? Nicole Kidman. Ah, OK. Ouais, puis ça, c'est bizarre. Birth. Puis c'est, regarde, je vais te lire l'affaire. Un garçon de 10 ans prétend être le défunt mari d'une jeune New-Yorkaise qui s'apprête à se remarier. Récit intriguant sur la force du sentiment amoureux et la croyance à la réincarnation. Au début, tu vois un gars qui jogue dans Central Park, arrêt cardiaque, il meurt. Puis là, 10 ans plus tard, grosse cérémonie, Nicole Kidman est là, elle fait, là, mon prétendant va se marier, puis il y a un petit garçon qui rentre, puis il la voit, puis il fait une affaire comme, pourquoi tu me fais ça? Puis là, ça me donne des frissons, puis il est comme, il dit, c'est moi. Tu me reconnais, c'est moi. Puis les parents sont bien, qu'est-ce qu'il y a, fiston, à soir? Puis le petit gars, tout d'un coup, sa vie réincarnée prend possession du corps, puis il est comme, t'as pas le droit, je t'aime encore. Puis le Nicole Kidman, c'est débile, cette affaire-là. Débile. C'est drôle parce que tu me dis ça, puis on dirait que le seul référent auquel je peux penser, c'est, tu sais, dans Tudor Nicole, le petit gars qui il a peut-être 8-9 ans, mais ils ont mis une voix de monsieur, il semble. C'est ça. C'était bon, ça. C'était un bon cue, ça. Une espèce de voix ben trop mature. C'est tellement étrange. Là. Mais t'as raison, il y a eu des cool films. Il y a eu l'autre aussi, là, Poor Things. Ouais, mais... Tu aimais ça? J'aimais ça, mais... OK, je vais dire quelque chose là, que tout le monde va détester. Là. Pas grave. Maintenant, vous allez tous me maillir. Je pense pas, mais vas-y. Moi, je considère que ce film-là, c'est un peu comme le féminisme vu à travers le male gaze. C'est pour ça que ça a marché autant. Ouais. Moi, ça m'a un peu dérangé, tout ça. La fin, je l'ai pas aimé. Il y a bien des affaires que j'étais comme... Tu sais, je suis pas d'accord à 100% pour dire que c'est une œuvre féministe, le point dans les airs, là, tu sais. Mais c'est une œuvre intéressante. Est-ce que c'est réellement une œuvre féministe? Qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Présenté comme ça? C'est-tu moi qui ai halluciné ça? Ils peuvent le dire parce que oui, ça donne un point de vue du patriarcat, tout ça, mais c'est quand même un film mené par un homme qui, en passant... c'est ça, là. Puis qui, en passant... a eu des tournages un peu bizarres avec Dogtooth, sa comédienne qui s'est suicidée il y a pas si longtemps d'ailleurs. En tout cas, moi, on dirait que moi, je suis comme... Il y a des choses que j'ai aimées de ce film-là, puis il y en a d'autres où est-ce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très complaisant, puis pas du tout original, malgré
tout ce qu'il y avait de... Mais c'était oui, beau. Mais c'était beau à Visuellement, regarder, ça avait clair. pas de bon sens. La fin c'était m'a bon. déçu, par exemple. La fin m'a déçu. Ouais, moi tout. Mais sauf que souvent, les fins de films me déçoivent. Mais Lobster, l'avais-tu vu, celui d'avant? Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Ça, c'est beau. Mais lui, il est le fun parce que c'est complètement out there. Puis c'est, tu sais, c'est comme on vit dans un monde où, si je résume bien, peut-être il y en a qui vont me taper ses doigts, mais je pense que les humains ont pas le droit de pas être en couple. C'est ça un peu la loi. Ouais. Puis là, quand t'es plus en couple, t'es envoyé dans un espèce de motel où t'as 2 semaines pour trouver quelqu'un. Oh boy! Puis si tu trouves pas... C'est un peu comme occupation double. Mais après, si tu trouves pas, après, on te transforme en animal. Il faut que tu choisisses ton animal. Ben là, c'est il y a quelque chose de Poor Things un peu là-dedans. Ouais, le Colin Farrell, ils sont comme, quel animal vous voulez prendre? Il fait, le homard. Boy! J'aurais pas choisi celui-là. Moi, il dit, c'est un bel animal. Je sais pas, je pense que je vais prendre le homard. c'est ça le film. J'adore. Non, mais tu vois déjà, mais sauf que ça, c'est... Poor Things, les gens avaient, l'élan comique de ça. Non, je trouve pas ça si comique que ça. Mais Lobster, c'est vraiment comique. C'est vraiment drôle. Puis émouvant aussi parce que Colin Farrell, tu vois qu'il est tellement amoureux de son réalisateur. Il l'aime tellement, il donne tout. Ça, c'est beau quand on voit ça. Ils ont fait 2 films ensemble, puis tu sens ils ont été généreux. Tu sens qu'il donne tout parce qu'il tripe. Ouais, ça, tu le vois que la caméra va chercher ça. Ouais, puis ça le capte. Toi, écrire un film? On peut en parler. Je voulais juste rajouter que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment aller au cinéma, dans les salles, dans le noir. Puis j'aime pas ça écouter des films sur ma télé, mais encore moins sur mon ordinateur. Là. Ah non, ça, je fais pas ça. Ça, même. Non. Ben moi, j'ai comme toi en arrière-plan, là, ici, une petite télé. Je trouve que c'est un beau compromis quand j'y arrive pas. Non, of course! C'est comme tu pars dans l'une. Oui, mais t'as un enfant, j'ai des enfants, on peut pas te... Oui, non, c'est sûr que c'est mieux que rien. Mais mais moi, je vais beaucoup au cinéma, mais je vais voir beaucoup de films que mes filles veulent voir. Parce que c'est comme nécessairement ma tranche. Mais là, mais cela dit, c'est des tripeuses d'horreur. Déjà, on va voir des petits films d'horreur. C'est fun, mais pour l'instant, c'est encore... je vais pas voir le cinéma que je voudrais voir. Ouais, ben ça va passer à un moment donné. Toi, ta fille, elle a-tu tout attrapé ce que t'aimes? Ben, ma fille, cinématographiquement, là. Non, mais Charlotte, right? Oui, Charlotte. En général, je veux dire, est-ce que tu... Vraiment pas. Je suis content de l'entendre. Par contre, je peux l'amener voir des films comme Anatomie d'une chute. Là, elle s'en va en production cinématographique, télé, tout ça. Donc, elle s'ouvre à ça. Elle est quand même dans les arts. Non, mais ce que elle je veux dire... Elle a 16 ans aussi. Là. Aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que toi et ton chum, vous avez vraiment essayé, parce que ton chum aussi, bon, il est aussi dans le milieu, est-ce que vous avez essayé de léguer votre amour des arts à elle? Considérez-vous que ça a fonctionné ou semi-moyen? Ben, moi, je pense qu'il faut pas essayer d'eux. Tu sais, je pense que, mettons, comme la lecture en particulier, là, si ton enfant te voit lire et aimer ça, il y a beaucoup plus de chances qui, à un moment donné, se disent « Ah, ça a l'air le fun de lire », puis qui arrivent à la lecture. Mais tu sais, moi, je suis une écrivaine, puis ma fille, c'est une adolescente. C'est sûr qu'elle a pas du tout envie de faire ce que sa mère fait et aime. Donc, non, ma fille lit aucun livre, là, elle lit pas pantoute, puis c'est pas là que ça se passe. C'est pas son trip. Vraiment pas. OK, c'est correct. Le cinéma, on se rejoint plus. La musique aussi, puis elle, Charlotte, elle est un peu monomaniaque. C'est spécial son rapport à la musique quand elle aime un artiste. Vas-y. Il y en a plus d'autres. C'est comme pendant plusieurs années, ça a été Lord. Fait que là, elle a dit ça. Elle a des bons goûts. Elle a des bons goûts, oui. Puis là, Lord, c'est comme, tu sais, Charlotte, elle a eu une petite job d'été à un moment donné, là, puis on allait voir le spectacle de Lord quand elle est venue en 2022, je pense. À Sugar? Non. C'était plus récemment à la salle Wilfrid Pelletier. Ah oui, ben c'était pour le jazz. Non, c'était avant ça. C'était en avril. OK. Et puis, là, elle, tu sais, on était proches, on était au parterre, mais elle voulait être plus proche que ça. Elle voulait te sentir, le bling, elle voulait sentir. Elle a pris son argent, puis est allée s'acheter un billet à 400$ dans la 4e rangée. Mais tu sais, elle est pas riche, Charlotte, là. Elle a tout pris, tout son argent. Son économie. Là. Ouais, parce que Est-ce que ça a valu la peine, selon elle? Oui. Puis tu sais, comme, tu vois? Elle est sortie de là, elle riait, elle pleurait, elle était comme, qu'est-ce qui m'arrive, tu sais. Puis aussi, là, c'est la phase Lana Del Rey qui dure depuis plus de 2 ans.
Mais là, si tu voyais sa chambre, là, c'est comme un petit musée, Lana Del Rey, tu sais, puis elle a fait tous ses travaux là, de fin de secondaire. Elle a fait un document. Non, je la blâme pas. Les deux derniers albums sont tellement bons. Ils sont tellement bons, mais c'est quand même quelque chose de te réveiller à chaque matin puis que ça joue à la planche dans la cuisine. Là, puis je l'ai vu l'été dernier au festival, l'été de Québec, il y avait Lana Del Rey, puis on était proches, on était dans la zone VIP média. Là. Ça, c'est pas des mauvaises places. Non. Puis elle était très déçue quand elle a vu qu'on était là parce que Charlotte est le genre à arriver à 1h de l'après-midi puis à se planter en avant puis faut aller aux toilettes pour avoir son lunch. Elle bouge pas de là sauf si on va la remplacer puis donc là elle était pas super enchantée de voir où est-ce qu'on était mais là le show a commencé puis tu sais, Charlotte, c'est quelqu'un qui chante bien. Là. Elle a une formation de musicienne. Là. Elle est allée à l'école Le Plateau depuis qu'elle est en 2e année. Après ça, elle est allée à JFP. Mais là, dès que Lana Del Rey commence à chanter, bon là, premièrement, Charlotte connaît par cœur toutes les tunes de tous les albums. Fait qu'elle s'est mise à chanter, mais comme pas du tout harmonieusement, là, un peu en beuglant, puis en pleurant, puis en hurlant. Ouais, comme des fans. Du début à la fin. Du début à la fin. Là, tu regardes ton enfant, tu fais comme, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui vient plein. Elle a un trop plein. Puis c'est quoi? Je vis la même chose quand je vais dans des shows de Marjo, là. Je hurle du début à la fin. C'est comme tu veux pas être à côté de moi. Puis t'es-tu sérieux? J'ai jamais hurlé une fois dans un show. Mais juste pour Marjo, par exemple. Oui. Ça m'a repogné, ça, là. C'est en 2018, à Coup de cœur francophone. Une amie m'a traîné de force. Je serais même pas allée. Ben, pas de force, mais je serais pas allée voir Marjo un mardi soir au Quai des Brumes. Puis là, on était dans une petite salle. C'était comme Marjo, là, depuis quelques années, elle vit elle est comme ramenée, là. Puis là, elle est en renaissance. C'est complète. Ça. Sauf que pendant 10 ans, là, elle est tombée en bas du stage. Puis après ça, tout le monde la boudait. Il y a eu comme un 10 ans de traverser la vie. Le nombre de fois que j'ai partagé cette vidéo-là. Le nombre de fois que je l'ai partagé. Le pire, c'est que je l'ai vu au Franco, puis elle a encore tombé du stage l'été passé. Tu mens. Non, je te niaise pas, je te le jure. Au Franco à Montréal? Oui, puis il y a personne qui a réussi à filmer celui-là. Non, on fait plus ça à Marjo, là. On sait qu'est-ce qui peut arriver. Caton. Je claque avec toi. Ça fait un wow! Ça, là, c'est un événement. Oui, ça, mais ça, c'est quelqu'un de dédié. Elle a même pas perdu la face quand elle est tombée du stage. Non, c'est ça. D'ailleurs, mais on l'a plus revu ben pendant plusieurs années. Un certain temps. Mais non, mais pour ceux qui sont intéressés, écrivez Marjo tombée du stage sur YouTube, vous allez comprendre de quoi on parle. C'est phénoménal. C'est drôle, pis c'est correct parce que ça implique une chanteuse qui fait de l'impro avec le public. Mais là, dites-vous qu'elle va bien maintenant. Ah oui, mais puis là, les gens répondent, ce genre de moment insupportable. Puis là, elle tombe la scène, puis elle continue. C'est extraordinaire. Mais moi, c'est le contraire de toi. Hein. Moi, j'ai pas écouté au complet. Je veux pas voir ça, ça me fait trop de peine. Mais quand je l'ai redécouvert, Marjo, au Quai des Brumes, on était genre à peu près 75, là, tu sais, c'était comme... Ils ont gardé ça pas trop rempli. Elle est montée sur le stage avec 2 musiciens. C'était un show acoustique. Puis là, j'étais comme, my God, elle va être dans quel état? Puis là, elle a starté ça avec Illégal, mais comme une tonne de briques, là, puis j'ai fait « Oh my God! » Acoustique? Oui. Mais c'était quoi? Git, bass, L? Oui, c'est drum. Ah, il y avait un drum aussi? C'est ça. OK, ben parce que Illégal... il était 3. Illégal, c'était un... Oui, mais c'était pas électrifié, là, ça, là. Ah non, OK. Fait que, puis là, ça a juste continué de même, puis moi, je me suis rendu compte que ma bouche chantait toute seule, toutes les paroles de toutes les tunes au complet. Puis, tu sais, moi, mon père, il achetait plein de disques et de cassettes quand j'étais jeune. Puis là, ben Marjo, je savais pas, moi, mais c'était vraiment imprimé en moi. Puis quand la tune Ailleurs a commencé, là, j'ai comme braillé toutes les larmes de mon corps. Je vivais vraiment quelque chose de fort. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de quand même réservé, un peu d'envie, mais quand elle est redescendue de la scène, j'ai été vers elle puis j'ai fait un immense câlin. C'est vraiment pas mon genre, mais j'ai fait ça. Ouais. Sans le demander. T'es comme, ouais! Ouais, c'est comme... Oh my God! C'était peut-être pas consentant, là, je suis désolée. Mais en tout cas, cela dit, écoute, j'en viens, c'est quand même hot. C'est quand même hot que ta fille, au fond, reproduit ça. Oui, finalement, je suis là, je suis comme, qui est cette personne? Mais elle est moi. C'est vraiment ma fille. Mais, tu sais, t'as dit, c'est intéressant, t'as dit, vous voulez pas être à côté de moi, nanana. C'est vrai, moi, tu vois, quelqu'un qui bugle des paroles,
ça me rend comme complètement fou, là. Ouais. Ça me rend, tu sais, je suis allé voir... T'aimerais vraiment pas ça, le karaoké, finalement, je pense. Ah non, mais moi, il y a tellement de shows pop. Ben, pop, c'est pas le bon terme. J'aime pas ça parce que pop, c'est trop gros. Mais tu sais, mettons des artistes que je me dis, ils mériteraient vraiment un Wilfrid Pelletier assez raisonnable, ou même pire que Wilfrid Pelletier. T'es mis dans l'église Saint-Jean-Baptiste avec des bancs en bois qui font mal aux fesses. Puis tu sais, on se recueille. On peut-tu se recueillir puis admirer? Non, il y a quelque chose de sacré là, dans cet échange-là. Il y a un moment... Là, il y a une intensité, il y a quelque chose qui est donné, reçu. Puis des fois, tu vas voir des shows. Puis là, d'ailleurs, j'ai une grosse discussion avec ma blonde parce que ma blonde, elle veut plus... Ça tente moins d'aller voir des shows. Elle dit, tu sais, tout ça... Tous ces gens-là se mettent à... À un moment donné, elle trippait sur Regina Spektor. Ah, OK, ouais. Qui est cool, tu sais. Mais là, pour cadeau, je fais, j'ai trouvé des billets. On y va. Le monde ont gueulé tout le long. Ah. Puis mais ça, c'est mieux ça que du monde qui parle sans écouter le show. Ah, mais James Blake, première fois à Montréal, il vient. Moi, je suis tellement énervé. Je fais, hey, ça va être écœurant. T'étais-tu en avant? J'étais pas mal en avant. De la misère à comprendre ce qui se passe sur stage parce que ça et là, le son était correct. Ah non, non, ça, mais en même temps, lui, ça peut pas être un son qui surcharge parce qu'il joue avec l'espace, puis il joue avec les résonances, puis tout ça, puis c'est correct. Mais là, on est parti après 30 minutes, j'ai dit, moi, là, je m'en vais à la maison, puis je vais aller écouter ces disques. Ça t'a cassé ton fun. Je peux comprendre. Cassé, là, mais bien raide. Puis, des fois, je me dis, crème, même nos artistes, on aurait le droit à un certain silence, à un certain respect. C'est comme... Moi, j'avais vu les Beach Boys à Salle Wilfrid Pelletier la dernière fois qu'ils sont venus. Puis le monde, ils ont donné des hits. Puis là, mettons, le concept, c'est qu'ils faisaient de l'album Pep Sound. Puis quand ils ont fait Pep Sound... Moi, j'ai vu Brian Wilson, en tout cas, là, il y a plusieurs années. Bon. J'étais assis vraiment proche. Mais le monde... Il allait pas bien, d'ailleurs. Mais là, il va mieux. Mais là, ça fait même... Non, il va pas bien du tout. Là, il va moins bien. Parce qu'il y a des gros problèmes de santé mentale. Ah, là, ça fait longtemps, ça, il y en a tout le temps. Ouais, mais là, c'est pire, là, récemment. Sa femme est morte. Il file pas, c'est sûr qu'il file pas. Mais tu sais, quand il est venu à Montréal, il filait. Il était correct. OK. Il était correct. Puis, le monde sont restés assis, puis ils ont admiré l'album. T'sais, ils ont joué l'album dans l'ordre, tout ça. Puis c'était cool. T'sais. Je me disais, j'étais assis, j'étais comme, je peux pas croire. Tout le monde respectueux. C'est malade. Ah, ouais, hein. Mais moi, ça me bug un peu, ça. Parce que dans ma tête, c'est que si tu veux faire du bruit puis être désagréable, limite, va voir un show d'humour, tu peux crier, tu peux rire. C'est fait pour ça. T'es fait pour être expressé sans écler. Mais je suis d'accord, mais je pense quand même que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on va voir, tu sais. L'été dernier, je suis allée au festival de Tadoussac. Pour la première fois de ma vie, je suis allée au festival de Tadoussac. Puis, je suis allée voir les Vulgaires Machins. Puis là, ben j'avoue que j'ai vraiment, encore une fois, un peu hurlé, mais juste sur certaines tunes. Ah, t'es as choisi. Ton corps les a choisis. Mais là, ça, c'est correct. C'est que, je veux dire, c'est comme, c'est du rock, là. Ça t'envole dans le front, puis quand même que tu crierais, là, plus fort que toi. Il y a une différence entre hurler vulgaire machin puis hurler avec podcast, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais moi, ça me dérange quand même beaucoup moins des gens un petit peu trop dedans que du monde qui parle, qui écoute pas le show. Je peux pas comprendre. Là. Parler, c'est inacceptable. Ouais. Parler, ça c'est ah, puis là, tu sais, du monde fort, là. Ah, puis là, ils m'ont appelé, puis il fallait que mon boss, il me dise... Je sais, puis pourquoi t'es ici? C'est pas, mettons, une poignée de journalistes dans le fin fond du MTLUS, à côté du bar, où ce que ça va, là, les journalistes, ils ont le droit de jaser là, mais quand t'es à Sala Rossa, puis c'est comme le parterre au complet n'écoute pas. Ça, c'est pas agréable. Mais c'est compréhensible. Moi, je suis comme, pourquoi t'es ici? Va ailleurs. Ouais, c'est quoi? C'est pour montrer que t'étais là. Va faire autre chose, tu sais. Ouais. Mais là, je pense que tout le monde est d'accord, là. Ah comme... oui, mais qu'est-ce que t'as fait avec 25 000 piastres? OK. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, bon, là, c'est sûr que je suis consciente de mes privilèges quand je dis j'ai pas mis ça dans mes REER ou j'avais pas une dette que j'ai remboursée. Là. Je suis consciente de mes privilèges. Il y a des gens que je connais qui en avaient besoin puis qui, quand ils l'ont eu, ils ont payé le psy à leurs enfants puis ils ont remboursé des dettes. Puis c'est comme les écrivains sont pas riches puis tout ça. Excuse-toi pas ça. J'étais dans une période où, tu sais, je suis pas tout le temps, ça varie, hein, mon aisance financière, mais là, ça fait quand même un petit bout que j'ai une job. Non, je travaille 9 à 5 comme éditrice, là. Oh, mais là, c'est depuis 1 an, 2 ans. Ah, mais j'ai travaillé à Radio-Can comme recherchiste. J'ai eu des périodes de ma vie, oui. Puis
c'est comme tout le temps un peu flottant. Mais là, c'était une période où j'en avais pas des dettes. Puis là, je me suis dit, OK, il faudrait que je m'achète quelque chose que je vais avoir, tu sais, dans ma vie, puis je vais le voir souvent, puis ça va me rappeler que... Ah, je suis un peu excité. Ouais. Attends, dis-le pas. OK, attends, continue. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent, t'es-tu acheté un cheval? Non, c'est pas ça. Donne-moi une couple d'indices pour que je puisse... J'ai le trois guesses. OK, ben attends, j'ai acheté 2 affaires qui ont coûté cher. 2 affaires qui coûtent cher. Il y en a une qui est complètement douche. Puis en général, je choisis à qui je le dis. Là, je vais le dire dans un balado, mais bon, il faut croire que j'assume. Puis l'autre affaire, c'est très, très intello, puis c'est comme ma réponse officielle. OK, parfait. Dans quoi tu veux que je commence? Moi, on va commencer avec le douche. OK, cet objet-là. Ouais. Objet de collection? Non. Pas du tout. Objet... C'est pas une toile signée de Marc Séguin, là. Oh boy, que c'est pas ça. Non, j'ai dit un truc douche, là. Qu'est-ce que c'est douche? Douche bag, là. Un move de douche bag. Ouais. Un objet, c'est pas un char. Non. C'est de l'équipement pour faire du sport. Non. Même le contraire de ça. OK. Un lazy boy. Tu te rapproches. Je me rapproche. Une chaise vibromasseur, machin. Non, mais non, parce que ça a coûté beaucoup plus cher que ça, là. OK. Un objet. OK, je vais donner un indice. C'est quelque chose que je voulais. Puis là, mon chum, lui, il était comme, non, ça n'a pas d'allure là, de mettre tout cet argent-là là-dessus. Je veux pas ça. Si tu veux vraiment ça, achète-toi-les. Cet objet-là, qu'est-ce qui te procure comme sensation? Énormément de bien-être, de détente. De relaxation. Tu sais, je te disais que moi, j'ai de la misère à me calmer le pompon. Exact. Et ça m'aide à dormir beaucoup. Puis c'est quelque chose que j'utilise 1 heure chaque jour. C'est sûr, c'est une affaire de massage, de vibro, quelque chose. Tu te rapproches? C'est un OK, je te donne un autre indice. Beaucoup de rappers nomment ce mot dans leurs chansons. Jesus Christ. J'y arrive pas. C'est un jacuzzi. Avec des petites lumières colorées. Shit! Ouais. OK, t'as un jacuzzi. J'ai un jacuzzi, puis en plus, j'ai acheté comme la totale. Mais vous avez de la place. Oui, j'ai une petite cour. J'habite dans Rosemont, là, tu sais, on a des petites cours, puis tout ça, fait qu'il y avait de la place. Puis j'ai vraiment été super bossy quand j'ai acheté mon jacuzzi. J'étais allée voir un petit monsieur qui s'appelle Denis. C'était au mois de novembre. Ils veulent plus installer ça. Ils ont peur de péter leur pelle. Surtout en ville. C'est comme compliqué, là. Ah oui, parce que là, t'as la ruelle, puis là, il y a une clôture, puis nanana. Là, j'ai fait comme, moi, là, j'achète, puis là, il voulait me montrer, tu sais, toute la palette. Puis moi, je les avais déjà vus, là, quand j'avais exploré ça. Puis là, c'était comme, je pourrais jamais m'acheter celle-là. Olivier, il était là. No way! Puis là, tu sais, c'est comme t'as les spas normaux que le monde achète, mais les jacuzzis, c'est comme un truc pour les rappers qui coûte cher. Là. Est-ce qu'Olivier y va des fois? Hey, Olivier, il va chaque jour, mais là, ce qui est quand même le fun, c'est qu'Olivier est mon employé qui s'occupe du spa. À chaque jour, il fait des tests de pH. Ah là, puis les trucs. OK, he's a dad. Oui, ben oui, il est très content. C'est comme, OK, le pH est bon, on peut y aller. Je suis sur le bord d'y acheter un petit t-shirt, là. Ah, yes. Jacuzzi. Ouais. Wow. Puis ça, mais je pensais même pas que ça me ferait autant de bien dans la vie, là. Puis tu fais-tu juste chaud, tu vas dans le front un peu, tu reviens back and forth un peu? Ah, ben. Ou tu fais juste, je m'étends dans le chaud, puis après je vais me coucher? Je vais dans le chaud, puis c'est ça, c'est que les jacuzzi, t'as comme des jets, tu sais, qui te massent l'omoplate quand t'as été devant l'ordi pis t'as mal là, puis au sacrum. Là, il y a il y a comme 4 chaises, là, ça n'a pas d'allure d'avoir ça, là, mais. Non, ça me c'est fait malade. du bien. C'est mal. Mais attends, regarde, moi, je vais te dire pire. Parce que, ben, pas pire, c'est pas pire. Mais tu sais, mettons, moi, avec ma famille, souvent, on n'a pas de chalet, mais on se loue des chalets. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est ça nos vacances. Puis, on se dit, écoute, on habite t'es chez nous en ce moment-là. Tu le vois, c'est petit, là. Quand on arrive dans un chalet, on est comme, on va trouver un jacuzzi. OK, oui. Au chalet. Parce que sinon, on n'est pas au chalet. T'sais, bon, là, on a fait le tour de plein de places. Puis le petit jacuzzi du soir, ben, c'est le petit bonbon que jamais je ferais ça sur le plateau. Ça n'aurait pas de bon sens. J'ai pas de place. Mais c'est le fun. Puis je peux comprendre le bien que ça fait aux gens. Imagine, tu te trempes là-dedans avant de te coucher.
Oui, ben, en tout cas, ça augmente les chances de bien dormir. Ça m'a calmé au début, là. Je faisais des siestes pis tout ça, puis je dors plus qu'avant. Tu sais, je dors pas assez à mon goût, mais ça m'aide énormément. Fait que c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait, puis je le regrette pas. Puis tu le fais pas non plus avec un gros cigare dans ton jacuzzi avec... Non, non, j'ai dit pas de cigarette dans le spa, c'est mon seul règlement. J'aime ça. Le deuxième. OK. Ça, c'est moins gênant, par exemple. Moi, j'ai l'impression que c'est une œuvre d'art, le deuxième. Non, mais... Ça aurait pu. C'est un peu dans cette veine-là. C'est pour contenir des œuvres d'art. C'est pour contenir... Ouais. OK, on joue encore à la devinette. OK, ouais, okay, c'est pour contenir une œuvre d'art. Mais là, c'est pas un cadre, c'est pas un... C'est pour... Des œuvres d'art, pas nécessairement d'art visuel. Oh, OK. Une belle bibliothèque. Ouais. Construite. Moi, j'ai un petit bureau. OK. Puis, tu sais, j'avais des bibliothèques Ikea bien correctes, là, mais en fait, c'était pas ça le problème, c'est que nous, on s'est fait installer une thermopompe, là, tu sais, à cette heure, c'est ça, le chauffage. beaucoup. Ouais. Comme tout le monde. Puis, on a, tu sais, 2 énormes tuyaux horribles, là, dans le haut de mon mur, tu sais, puis c'est vraiment pas beau. Ouais, puis ça gosse. Ça gosse vraiment. Puis là, ben, tu sais, comment tu caches ça? C'est laid, un caisson construit par-dessus, tu sais. Puis là, c'est une belle bibliothèque en bois, puis tout, là. Genre une vraie affaire elle était écœurante. Genre, ça fait 1 an là, que au début, j'avais participé à la conception parce que en plus, elle est sur mesure pour moi, là, dans le sens où moi, là, souvent les bibliothèques, là, c'est trop haut. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de livres de poche. Ouais. Fait que pas besoin qu'à chaque rayon, ça soit fait pour des bandes dessinées. Là. Moi, j'en ai des bandes dessinées, mais pas tant que ça. Fait que là, j'ai calculé, OK, j'ai à peu près 10% de livres de tel format. Puis le reste, c'est des livres de poche. Fait que, puis je veux pas qu'elle soit trop profonde parce que ça bouffe trop de l'espace de mon bureau. Complètement, ouais. Mes vinyles préférés, je veux un petit espace pour les mettre. Je veux mettre ma toile préférée que j'ai ramenée d'Haïti à ce place-là. Fait que tout ça, c'est construit exactement pour moi. Puis c'est du quoi? Qu'est-ce qui est ridicule, c'est que là, elle vient juste d'être terminée depuis 10 jours à peu près. Puis on dirait que je n'ose pas mettre un seul livre dedans. Là, j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis le grand livre des mots de Richard Scarry, qui est comme mon livre préféré depuis que je suis jeune, puis qui m'a montré à lire puis à écrire avant que j'aille à l'école. Fait que lui, j'ai mis celui-là pendant, il était tout seul pendant quelques jours. Et là, j'ai mis un rayon de tous mes livres de Anne Hébert. There you go. Puis, tu sais, mes collègues sont crampés, là, parce que à chaque mardi, j'ai une réunion Teams, puis là, tout ça, c'est derrière moi. Puis là, ils sont comme, OK, t'en as rajouté quelques-uns. C'est bon. Ça va se construire. Ça va se construire. Tranquillement, là. Bibliothèque, c'est curieux, hein. C'est quand même un truc intime, puis en même temps, quand les gens ils vont chez toi, est-ce que t'es pas gêné de la montrer, ta bibliothèque? Non, puis je te dirais que c'est pas... c'est un peu beaucoup d'affaires mélangées, c'est certaines choses un peu bof, mais que je garde, puis mais en même temps là moi j'avais des piles partout là parce que ça rentrait plus dans ma bibliothèque, puis là c'est sûr que je vais continuer à en avoir des livres là. C'est sûr. Je veux continuer à acheter des livres, fait que là il me faut plus d'espace, tu sais il y a tout un roulement, mais en quelque part, faut que j'aie une maison pour tous ces livres-là. Ouais, puis c'est compliqué aussi, là, tu sais, d'entretenir, en tout cas, moi, mes livres. Le classement. Puis moi, j'ai un peu, I gave up, là, tu sais, moi, j'ai comme libéré du stock, j'en donne. Des livres, tu sais, des fois, avec mes filles, tu sais, mettons, je pense que j'ai des pas pires livres, bon, je vais à l'échange pour les porter, puis l'échange font, non, on va prendre que des succès maintenant. Ça va du poche. Puis là, mettons, je prends mes livres, je fais, OK, les filles, aujourd'hui, on s'en va offrir un destin aux livres. Ils font, OK, bon, là, on se promène, puis la fille va dire, ce banc-là, il me semble qu'il est pas pire. Oui. Ou les croque-livres. Ouais, mais moi, j'aime ça. Tu sais, mettons, l'autre fois, on a fait une run de métro, puis ma fille, elle dit, écoute, ce livre-là, je pense qu'il est fini, là, je pense que je me sais plus c'est cute! Puis là, j'ai dit, OK, ben, amène-les, on va le déposer quelque part, puis on va observer quelqu'un le prendre, mais on va s'écarter pour pas qu'il sache que c'est nous autres qui l'avons mis. Bon, on prenait le métro, allait au Biodôme. On l'a mis là, on était dans le coin, puis là, on s'était assis. Le monde voyait le livre sur le siège, puis elle allait s'asseoir ailleurs, elle voulait pas dealer avec ce problème-là. Non, il y a peut-être une petite fille qui va le chercher. Là, t'as vu un vieux monsieur qui était là, il regarde le livre, il regarde en arrière, il prend, puis finalement, il l'a mis dans son sac, là, tu sais, ma fille était comme super. J'ai dit, Bégage, ton livre, il y a une nouvelle vie, là. Un nouveau voyage. Un nouveau voyage, il part. Ah, c'est beau. Là, nous, on les dépose un peu partout à Montréal, sur un banc de parc, puis on s'installe, puis on attend de voir qui va le prendre. Ça, c'est une bonne idée de regarder ce spectacle-là. Ben, c'est le fun parce que tu vois les curiosités. Ouais. Tu vois des fois, c'est le fun. Tu vois quelqu'un, tu penses qu'il va le prendre, puis finalement, il le tasse.
et où il le prend pas. Puis quand tu vois la personne elle prend puis ma plus jeune a dit, il faut aller lui dire que ça vient. Moi, je dis, non, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est que c'est comme un acte, un don, c'est généreux. On le regarde, ça s'éloigne, c'est correct. Un oiseau qui s'envole. Mais sûrement, toi aussi, ça t'est arrivé déjà de trouver des livres, tu sais, par hasard. Tu fais, moi, je check tout le temps dans les croque-livres. Les croque-livres sont fun, là. Il y en a quand même des pas pires, là, tu sais. Mais moi, quand je prête des livres, à la limite, je veux pas qu'on me les redonne. J'haïs ça quand quelqu'un me ramène 8 livres, là, je suis comme, non. T'es comme, pourquoi? Puis en même temps, tu sais, c'est évidemment tous les bons livres qu'on prête, là. C'est ceux-là que les gens veulent. Donc, c'est les significatifs, c'est ceux qui sont importants, tu sais. Puis, mais dans ma bibliothèque, quand je classe les livres, tu sais, j'ai toute mon histoire aussi par rapport aux livres. Comme ces deux personnes-là, je sais qu'ils ont couché ensemble, mais personne ne le sait, donc leurs livres seront collés. Tu sais, je me raconte des petites histoires, là. OK, tu t'inventes un petit monde. Ouais. J'adore ça. Marc Cassivi, quand il a fait la critique de ton livre... Ah oui, c'était une belle critique, ça. C'était une belle. Puis il m'a un peu enlevé... j'étais un peu jaloux de comment il a pogné la dernière histoire, dans laquelle il dit, là, à ce moment-là... Mais c'est évidemment son interprétation. Puis il dit, à ce moment-là... Puis là, je me sens mal un peu d'en parler parce que je veux pas qu'on creuse trop parce que je veux que le monde lise le livre puis je veux pas qu'on donne trop d'indices. On n'a pas beaucoup parlé du livre, fait que finalement, on en a pas tant parlé. Oui. Mais tu sais, mettons, il disait, là, c'est fini, les histoires peut-être inspirées, puis là, finalement, c'est, là, c'est l'autrice qui s'ouvre à nous, tout ça. Puis moi, c'est ça que j'ai senti aussi quand j'ai lu. Puis après, quand je l'ai lu, j'étais comme, wow. Puis quand j'ai lu Marc, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai fait, OK, mais on était lui, puis moi connecté, ça même monde, tu sais. Puis je me suis senti, tu sais, la dernière phrase, j'ai fermé, j'ai fait, OK. Puis ça m'a habité, ça m'a fait réfléchir sur tout ce que j'avais lu avant, tout ce qui était pas, tu sais, est-ce que c'était, quand t'es arrivé dans ce moment-là, c'était ça l'intention? Est-ce que tu considères que c'est réellement toi qui est devant nous puis qui se livre? Oui. Mais moi, je considère que je me livre autant à vous quand comme dans la Desiderata, c'est un livre où est-ce que c'est moins clair, c'est moins évident, mais c'est moi qui ai choisi de compter ça de cette façon-là, ce sujet-là, avec cette perspective-là, avec ces effets-là. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement personnel. Même si dans des textes, puis dans Galumph, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, comme Claudia Larochesse, mon amie, elle m'a dit, il me semble que tu t'étais jamais autant livré. Ben, je trouve aussi. Mais en même temps, moi, comme j'ai dit tantôt, mon but, moi, c'est pas tant de descendre en moi quand j'écris, c'est un mouvement vers l'autre. Mais des fois, là, les dernières années, j'ai l'impression d'être allée dans des zones plus personnelles. Même avec la Desiderata, que c'est moins flagrant que dans Galumph. Ouais. Il y a comme une sorte c'est comme si j'avais enlevé plein de pleurs, là, tu sais, puis qu'on arrivait au cœur, tu sais, puis que c'était comme, on le voyait battre devant nous. Quand on écrit comme ça, c'est pas rachant? Non, en fait, c'est parce que moi, là, je m'annonce pas de cette façon-là. Je suis pas comme, j'écris pas autofiction. Non. Puis de toute manière, les écrivains, on travaille tout un peu à partir de, tu sais, des fois, c'est plus évident que d'autres, mais c'est cette matière-là, tu sais, je veux dire, à la recherche du temps perdu, pour revenir à ce livre-là de Marcel Proust, c'est une autofiction, mais on s'en fout que ça soit pas écrit autofiction là-dessus, là. C'est vraiment pas grave, en plus. Non, puis tu sais, comme je relisais Les Fous de Bassan d'Anne Hébert, puis tous ces livres à Anne Hébert, avant que l'histoire commence, il y a tout le temps un petit paragraphe glissé là, en bas de page où elle dit « Ah, ça, c'est inspiré de tel fait divers » ou ça, c'est complètement imaginé, n'allez pas chercher, il y a pas d'équivalent, Fait que c'est une matière avec laquelle je compose depuis toujours, mais ça paraît plus là-dedans, tu sais. Puis ça paraît plus dans le texte final dont tu parles, puis dont parlait Marc Cassivi, parce que dans mes recueils de nouvelles, j'ai fait ça aussi pour La mort de Mignonne, il y a toujours un texte essayistique. Un texte qui est pas une histoire, c'est glissé à travers les nouvelles. Puis c'est comme, c'est un petit essai. Là, dans ce cas-ci, ça s'appelle écrire, monter, puis je fais tout un parallèle entre le fait de monter à cheval. J'utilise pas le mot équitation, là, que je trouve quétaine, puis c'est pas ça, là. Là, on parle de sport équestre, mais... on n'a même pas parlé de ça. Ça pourrait durer... On aurait pu aller dans tellement de... Ouais, c'est clair. Là-dessus, là. C'est clair, mais c'est ça, il y a quelque chose aussi que je raconte par rapport à un cheval que j'ai possédé, qui est un rêve de petite fille, puis que c'était
très, très court dans ma vie, que c'est un rêve qui est devenu un cauchemar pour plein de raisons. Puis c'est comme dans l'écriture, il y a des blessures comme ça qu'on peut guérir, tu sais. Puis moi, j'écris pas pour faire une thérapie. Moi, j'aime ça, écrire des histoires. C'est ça qui me fait du bien, raconter des histoires. Mais je me sers de toute la matière potentiellement intéressante, moi, pour raconter mes histoires. Ouais. Puis là, ben il y avait cette histoire-là de ce cheval-là que j'ai possédé pendant 2 saisons, tu sais. C'est quand donc, ça, encore des années, C'était tu sais-tu? en 2015. Je me rappelle, puis tu postais là-dessus. Ah, il était beau, là. Je suivais ça. Mais ça me fait capoter de penser à quel point je veux pas dire que t'es super médias sociaux, là, mais tu sais, mais quand même, tu postais des affaires, puis c'était quand même une pas pire vacances pour moi de te suivre, parce que je faisais des chevaux. What? Puis plein d'affaires, puis tu avais ta fille qui grandit en parallèle, puis des commentaires de père, puis moi j'ai des enfants, puis moi je suis quand tu publies de quoi, t'es dans ma liste, tu sais, je check, mais ouais, vraiment. Puis quand t'avais ce cheval là, puis avec son œil bleu, son œil brun. Exact, puis là que tu y allais quoi, presque tous les week-ends, non? Ça va. J'y allais 3 fois par semaine. Tu sais, c'était fou, là. T'étais vraiment impliqué là-dedans. Je trouvais ça malade. Tu sais, j'étais comme. J'ai vécu un rêve, là. Un rêve qui est devenu un cauchemar, mais qui était un rêve pendant une période quand même, tu sais. Puis c'était comme de posséder la beauté, tu sais, de l'avoir à toi. Puis pendant les quelques mois que ça a duré, je rêvais que je montais sur ce cheval-là. C'était un ancien trotteur. C'était très dur de monter dessus, là. Il partait en fou, tu sais, c'est un animal, il avait couru, tu sais, des courses, là, où est-ce que, quand quelqu'un embarque sur son dos, faut qu'il parte, là, tu sais. Ouais, il comprend pas que c'est... Puis des fois, j'allais le monter, mais j'étais pas capable de monter sur son dos. Je passais 1 heure à mettre mon pied le plus vite que je pouvais puis il était très haut. Ouais. Déjà, ça m'aidait pas. Fait que, là, tu sais, je me swingais le pied sur la clôture, puis vite dans l'étrier. Mais sauf que lui, il partait en fou, tu sais. Puis c'est dans ce temps-là c'est dangereux quand même. Oui, c'est très dangereux. Puis là, je retournais le monter dans mes rêves, tu sais. Puis c'était pas grave que j'aie pas monté dessus parce que moi, j'ai pas du tout envie de monter un cheval calme et tranquille, là. Ça me tente pas. J'ai trop monté dans ma vie pour vouloir monter un cheval comme ça. J'ai besoin d'animaux sanguins, là, tu sais, des genres de pure race, là, tu sais, que t'as juste à savoir comment canaliser ça, puis tu vas vivre quelque chose d'intense, là. Puis t'aimes ce défi-là? Oui, mais sauf que là, je ne suis plus la cavalière que j'ai été. Là, je peux plus faire les folies que j'ai faites. Tu peux te faire mal. Je me suis fait mal. Puis moi, il y a une femme j'ai rencontrée l'année dernière à Saint-Alexis. Non, pas à Saint-Alexis. C'est proche de Saint-Roch-de-la-Chigan. On avait justement loué un chalet avec un jacuzzi. Puis, à un moment donné, avec mes filles, je fais, il y a de l'équitation. Équitation, on t'aime pas. Bien, proche d'ici pour, tourisme. Mais c'est correct de dire l'équitation. Ça, c'est quand. Dans notre cas, quand tu te promènes, que tu fais une petite balade, c'est ça. Ouais, à Saint-Calix. Voilà. Okay. Saint-Calix. Puis là, on trouve une dame, son mari québécois, elle, allemande, avec un accent, elle parle français avec un gros accent. Puis on est allé, on passait du temps. Puis c'est tellement, tu sais, mes filles en parlent encore. Ils l'ont fait juste une fois. Puis quand on est arrivé là, la dame avait été extraordinaire. Elle dit, vous allez pas juste le monter, là. Vous allez vous en occuper un peu avant, là. Faut qu'ils apprennent à vous connaître. Ils l'ont brossé, ils l'ont préparé. Puis c'était tout fait dans un C'est calme. Dans les deux sens. Il faut aussi que tu apprennes à le connaître. C'est ça. Puis moi, j'en avais déjà monté auparavant dans d'autres places à Saint-Jean-de-Mata. Puis c'était pas ça. C'était industriel, là, genre. Mais là, c'était comme une affaire... OK, un peu c'était spirit un peu, là. C'était comme, on prend le temps, parle-y, mes 2 filles, puis c'était des belles bêtes, là, tu sais. On est allé se promener, tout ça, puis après on a pris le temps. Je peux pas croire quelqu'un qui a jamais essayé ça. Tu sais, c'est tellement une expérience. C'est tellement quelque chose. Mais c'est long avant d'être à l'aise. Je pense que c'est comme les gens qui montent et qui vont faire un tour, là, c'est comme, pour vous, tu sais, je veux dire, avant d'être un vrai bon cavalier, ça prend une couple d'années, là. Des années, puis mais le trip de le faire, juste être assis sur la vague, juste quand tu mets tes mains dessus puis que tu réalises l'ampleur de ce qui est devant toi, c'est buzzant, là. Mais c'est pour ça que moi, chaque fois que je vois des gens promener des petits chiens, là, je regarde, je suis comme, oh my God, vous pourriez avoir genre un immense animal magnifique. Vous montriez sur son dos, il vous amènerait full pin, vous pourriez sauter, être à 3 mètres dans les airs. Puis là, tu trimbales un espèce de petit rat là, poilu à côté. Je comprends pas. Qui est super lady. Qui est super lady.
Moi non plus, j'avais compris. Donc, je présume que t'as pas ça chez toi. Non, de chien? Ouais. Ben non, mais là, OK, là, je pense que ça tire à sa fin, mais je pourrais aussi te parler de moutons parce que là, je suis devenue bergère urbaine. T'es bergère urbaine? Oui, tu n'as pas vu ça aller. Il faut que tu amènes tes filles là. Non, au Parc Maisonneuve. On a un troupeau de moutons. Bergère urbaine. Oui. Parc Maisonneuve. De mai à septembre, je suis bergère urbaine 3 heures par semaine. Là. Il y a des moutons qui broutent le gazon au lieu d'être des tondeuses. OK. On va là. Puis là, on peut participer aux activités. Non, en fait, on peut aller observer. Oui, c'est ça. Okay, tu peux être proche puis les voir, puis ils sont vraiment cute là, puis c'est comme ils sont gros, puis ils sont dodus, puis ils sont drôles, ils font rire tout le monde. Ça doit. Ouais, puis moi je suis devenue bergère urbaine parce que je voulais rentrer ma main dans la laine, tu sais, mais t'as comme pas le droit si t'es pas berger. Tu sais, c'est à peu près, ça, genre 3 pouces. Oui, ben en fait non, la cause c'est que pendant la pandémie, tu sais, on se cherchait tout de quoi à faire. Une année, j'étais allée dans le parc Maisonneuve jogger. Oui. Puis là, c'était comme une peinture bucolique. Là, je me revire de bord, puis il y a une étendue gazonnée super belle avec un troupeau d'une 15aine de moutons qui broutent. Mais voyons. Puis c'est vraiment beau de les voir, là, leur laine, tout ça. Puis en plus, il y avait comme le stade en arrière. Là, c'est mon image préférée de Montréal. Puis là, ben j'ai fait comme oh my god, là, ça m'a comme c'était tellement magnétique, tu sais, c'est comme une peinture classique, mais là tu peux comme rentrer dans la peinture. Fait que là, j'ai fait, OK, moi, je veux travailler ici, là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, en fait, t'appliques, mais là, tu t'envoies pas là de même le lendemain, là, tu sais, t'as des petites formations parce que ça, c'est une autre logique animale, là, tu sais, comme moi, comme je l'ai prouvé tantôt, je connais pas la logique des chiens. Moi, c'est les chevaux, les chats, mais les moutons, ça appartient aux ongulés. Ouais. OK, ça, c'est une autre logique complètement. Puis ce que je trouve vraiment intéressant d'eux, puis là, je pourrais encore une fois partir 6 heures là-dessus, là, mais c'est que c'est la collectivité, les moutons. Que c'est sûr que je te réinvite pour un autre 3 heures. Avec ça plaisir. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. OK, explique, mais regarde, on va le faire parce qu'après, je vais te demander ta prescription. OK. Donc, les moutons, ben c'est ça, c'est comme eux autres, ils peuvent pas se défendre, ils ont pas de sabots, ils ont juste une rangée de dents, ils ont des petites pattes de rien, ils courent pas vite. Donc, quand ils ont peur, ils se mettent ensemble, proches. Puis c'est comme, on peut, tu sais, on n'arrête pas de dire, c'est suivant des moutons. Ben oui, mais c'est leur seule façon de se défendre, c'est de se rassembler. Puis au lieu de dire, c'est pas, je n'arrête pas de se suivre, ils se pitcheraient tous dans le ravin. Ben oui, sauf que ils restent ensemble au lieu de, tu sais, il y a comme un sens des autres moutons autour. Puis il y a pas un leader, c'est pas tout le temps le même, tu sais. Ouais, c'est ça bouge. Ouais, c'est très, très communauté peace and love. Il y a un petit côté hippie dans la logique des moutons que je trouve vraiment belle et inspirante. Puis tu m'enlignais vers mes prescriptions. Peut-être que ma première prescription, ça pourrait être un livre qui s'intitule Petit éloge du mouton de Thierry Prado. OK. Qui est un berger urbain avec nous. Puis c'est un tout petit livre d'à peu près 90 pages de la couleur de la laine. C'est aux éditions du Passage. Ouais. C'est comme un genre de... En fait, je suis d'accord avec toutes ces observations, tout ce qu'il dit des moutons. Moi aussi, j'ai observé ça. C'est joliment écrit, puis c'est aussi très philosophique. Puis, tu sais, comme garder les moutons, planter un arbre, c'est les 2 activités les plus pacifiques que tu peux faire. Là. J'ai lu ça quelque part. OK. C'est comme, ça fait du bien. Ça fait du bien, puis c'est positif. Puis ces moutons-là, c'est ça, c'est qu'ils remplacent les tondeuses. Là, fait que ça fait moins de bruit, moins de pollution, tout ça. Puis c'est de l'éco-pâturage. Là. Ils broutent la première fois que j'ai vu ça, c'était à Bruxelles. OK. Ouais, genre dans la ville, il y avait des moutons, ils font de la transhumance, là, ils les amènent pour qu'ils broutent un peu partout. Puis... Oui, j'en reviens. Je sais, c'est flabbergastant. Là, moi, ça va être ma 4e année, là, fait que je commence à connaître un peu mon affaire. Éditeur du Passage. Ouais. Un beau petit livre. Ah ouais, ça va vous faire du bien, même si vous connaissez pas ça puis que vous avez aucun intérêt pour les moutons. OK. Lisez ça, vous allez aimer ça, c'est sûr. Excellent. Super. Première affaire. T'as-tu d'autres choses? Là, on reste dans la littérature, dans le fond. Tu fais ce que tu veux. OK, ben... Non, c'est free, là. OK. J'en nomme combien? Ce que tu souhaites. Écoute, si t'en as 15, tu nommes les 15. Si t'en as 5, tu nommes tes 5. Là, OK. Ben, je vais y aller au feeling comme ça, là. Bon, Michel Lapierre Dallaire, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme. Ouais. J'en ai parlé tout à l'heure pour sa voix forte, sa perspective unique. C'est un roman rough, mais éblouissant en même temps. Allez là, allez découvrir ça. OK, parfait.
Roman sans rien d'Antoine Charbonneau de Mers. Ça vient juste de sortir. Ça fait même pas une semaine, je pense. Ça, bon, là, je vais le dire, mon jupon dépasse parce que c'est chez VLB Éditeur où je travaille, mais je ne suis pas l'éditrice de ce livre-là. Mon Dieu, il a 30 ans, il est tout jeune. Oui, il a l'air d'un mannequin de Calvin Klein. Honnêtement, là. Oui, c'est ça, je vois, là. Il est vraiment cute, puis il est adorable aussi. Et lui, c'est comme son sixième, septième livre. Daddy Roman, Baby Boy, Oups, mauvaise, Coco, Good Boy. C'est surtout des livres avec des titres un peu qui pointent dans la direction de la littérature gay. Ouais. Ça fait partie de sa perspective. Il aborde ce sujet-là beaucoup. Mais roman sans rien, là, il a comme pris une coche. Là, c'est comme un roman avec un vrai projet littéraire. C'est un gros livre d'à peu près 300-400 pages, mais c'est un page-turner. Ça se dévore. C'est un peu dur à décrire. Il peut être comédien. Il est vraiment... il est vraiment... oui, puis il est entraîneur privé. Il est en forme. Mais moi, je prédis que ce livre-là, là, watch out les prix, les nominations à l'automne. Là, d'après moi, il va se ramasser là-dedans. OK, une belle prédiction. Cool. Sinon, j'ai envie de nommer aussi mon vinyle de Marjo. Vas-y. Ouais. Fred Poulain d'Ambiance Ambiguë. Fred Poulain qui a fondé le Festival La Noce, qui était le manager de tellement d'artistes, 3 accords, name it, là, tu sais, c'est un vieux routier. Ben, pas si vieux. Mais lui, il a décidé c'est comme, pourquoi qu'on n'a pas de vinyle de Marjo, là, tu sais, puis aussi, c'est qu'il est allé chercher, certains enregistrements vraiment intéressants. Et, il y a 2 albums là-dedans. OK. Fait que t'as beaucoup de tunes. Puis c'est vraiment, l'alignement est parfait. Moi, j'écoute ça quasiment à chaque week-end. Là. Ça me craint que j'adore écouter mon vinyle de Marjo. Autographié d'ailleurs, c'est un cadeau que j'ai reçu. Ouais. C'est ridicule. Non. T'as-tu un caméo d'elle? T'as-tu fait une vidéo pour te dire « Hey, salut, j'espère que tu vas bien, Non, c'est moi qui est ridicule, là, puis qui cite ses tunes dans mes livres, là, dans La Desiderata. J'en parle beaucoup. Là, je viens de publier un texte dans... C'est le Lettre québécoise qui vient de paraître. C'est un spécial chanson québécoise. Puis Tristan Malavoie-Racine m'a demandé d'écrire un texte sur ma tune préférée du monde entier. Puis là, j'ai parlé de Ailleurs. Ailleurs? Mais c'est intimement lié à l'enfance. Oui, mais en même temps, moi, dans ces années-là, mon père, j'ai écouté toutes sortes d'affaires avec lui, là. Ouais, mais il y a eu quelque chose. Ouais, mais je l'avais pas réalisé à ce moment-là. Parce qu'il y avait Jean Leloup, les Rolling Stones, Joe Bocan. Mais tu sais plus de, justement, des 3 noms que tu viens de dire, étaient plus marquants par comment ça n'en jetait que Marjo. Il me semble que Marjo, c'est quelque chose. Ça n'en jette, mais... C'est comme maintenant qu'on le réalise. Ouais, c'est plus tard, ouais. Je sais pas trop. Puis je me demande aussi s'il y a pas un petit peu de sexisme dans le sens où, tu sais, pour moi, elle est aussi importante que Jerry Boulet. Jerry Boulet, on le sait depuis toujours. Puis là, Marjo, on vient d'allumer, là. Je sais pas trop, là. Ah ouais, tu trouves. Même pour moi, Marjo, on dirait que elle a tout le temps été une espèce d'icône qui n'a pas de bon sens. Oui, mais je trouve qu'on l'a regardé un petit peu de haut pendant un petit 15 ans, là, tu sais. OK. Ouais. C'est en train de se régler, là. Ouais. En tout cas, à soir. Cool. Ton vinyle de Marjo. Ouais. Excellent. Est-ce que ça s'arrête là? Un petit dernier pour la route. Shoot. Aaron Fraser. Connais-tu ça? Même pas. Ah! Mon Dieu. Le vinyle de 5 à 7. Parfait. Introducing Fraser. Aaron. C'est A-A-R-O-N. Donc 2 A. Puis Fraser, F-R-A-Z-E-R. Introducing Aaron Fraser, c'est comme il est rose, là. Mm-hmm. Puis là, chaque fois que tu veux démarrer ton week-end, mettons, avant ton best-of de All Green. Ouais. Le mien, en tout cas. Moi, je vais toujours là. Tu sens que ça va là. Dans mes tops d'artistes que j'écoute le plus à chaque année sur Spotify, c'est tout le temps All Green. Puis avant ça, c'est Aaron Fraser. OK, ils se touchent, là. Ils sont proches, là. Tu commences par Aaron Fraser. OK. C'est sûr que ça va te mettre de bonne humeur, là. Puis après ça, All Green. Écoute, formidable. Moi, demain, je m'en vais acheter Diane Mayer avec 13 heures. Ah, yes! Je me lance là-dedans. Écoute, pourquoi pas? Puis, écoute, tantôt, tu parlais de prix. Et cette affaire, tu sais, c'est faut avoir des prix. Ben, soit t'en as un, t'es le podcast le plus long que j'ai jamais fait. Ah non, pas vrai, je m'excuse. En 2 ans, presque et demi. En plus, je suis super fatiguée puis je voulais me coucher tôt. T'es le record du plus gros... c'est le plus gros épisode que j'ai jamais fait. Je suis désolée, t'en as fait 4 aujourd'hui, là, puis je te traîne ça. Mais sais-tu quoi? C'est parfait. Je m'attendais pas à ça. Combien? Écoute, on est 1h45. J'ai jamais fait ça. J'ai du temps qui a fait 1h40, j'ai checké tantôt. Ouais, mais ça, tu l'as battu.
Oh my God, yes! T'as battu Jay. Donc, l'affaire... aux prochains invités, bonne chance. Puis en plus, j'ai l'impression d'avoir rien dit. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé tant que ça. C'est ça qui est weird. All right. Merci beaucoup. Hey, merci, Fred. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.